Je vous montre de loin, vous voyez, c'est une photo que j'ai prise il y a un mois et demi. J'étais sur la piste Ho Chi Minh à côté du Vietnam, mais côté Laos, où on donnait des missions humanitaires dans cette région. Et c'est un goitre d'une personne que j'ai vue à ma consultation. Mais quand on se promène dans les villages, on en voit dans tous les hauts plateaux malgaches, sur les régions au Laos, au nord, à la frontière chinoise et à la frontière birmane. Et pour vous dire qu'on en voit, mais ça c'est le sommet de l'iceberg. C'est des photos historiques qu'on voyait chez nous ou en Suisse il y a un siècle, mais qu'on voit actuellement encore dans des villages reculés. Alors ne croyez pas que vous êtes à l'abri de ces problèmes, hein, parce que là c'est des choses qui sont particulièrement spectaculaires, mais c'est des pathologies qui témoignent d'énormes problèmes en carence, iode, zinc, sélénium, perturbateurs endocriniens, polymorphisme génétique. Vous voyez, on interfère sur tout. Voilà, encore une autre personne. Hein, vous voyez, je suis désolé, hein, non, mais vous devinez un peu l'importance des problèmes. Donc très très fréquent. Là aussi, pour vous dire que ça touche tous les pays, là ce sont des photos de femmes asiatiques, parce qu'on a un dispensaire au nord du Laos, pas loin de la frontière chinoise, et dans les hauts plateaux, dans les régions où se trouvent beaucoup de minorités Hmong, on voit toutes ces pathologies. Donc en fait, on va articuler cette soirée sur trois pôles. L'hypothyroïdie, l'iode perturbateur, pour comprendre un peu le problème. La biologie en deuxième facteur, parce que la biologie qu'on utilise actuellement est celle qu'on utilisait il y a 30, si ce n'est 40 ans, et les tests depuis ont complètement évolué et ne sont malheureusement pas connus du grand public. Et même chose pour les traitements. Le traitement que tout le monde connaît, c'est l'évothyrox, mais le premier traitement d'une thyroïde, c'est lui donner les combustibles pour que la thyroïde fonctionne bien. Alors j'aurais aimé, je suis désolé, mais vous montrer ce schéma qui est un schéma très habituel, très classique pour beaucoup, mais que je vais vous résumer. Vous avez ce que tout le monde connaît, l'iode, qui est un élément majeur. Cet iode, pour que l'iode se transforme correctement dans la thyroïde, il va lui falloir de la tyrosine. La tyrosine est un acide aminé, les acides aminés servent à faire les protéines. Donc cette tyrosine, le nom ressemble un peu à thyroïde, peut partir dans deux voies métaboliques. D'un côté, ça va être la transformation en L-dopa, dopamine, adrénaline, noradrénaline. Donc ça, c'est une voie hyper importante. Et ça va interférer sur le moral, sur tout le métabolisme de la dopamine. Et par ailleurs, cette tyrosine se mélange à l'iode pour faire une protéine qui s'appelle la thyroglobuline, qui va se transformer ensuite en T4, qui est l'hormone inactive, que beaucoup d'entre vous connaissent, le nom commercial, c'est l'évothyrox, qui est inactive et qui va se transformer en hormone active, la T3. Et cette T3 va agir sur toutes vos cellules, hein, que ce soit le cerveau, l'intestin, la sphère gynécologique, pulmonaire, intestinale, toutes les cellules ont des récepteurs à la T3. Alors quand vous dosez votre T3 dans le sang, ça ne représente pas la valeur que vous avez dans les récepteurs qu'on appelle nucléaires dans les noyaux et à l'intérieur de vos cellules, dans les mitochondries. Alors, est-ce que je parle assez fort pour ceux du fond qui n'auront pas compris? Il y a un micro, oui. Voilà. Oui. Donc cette iode, quand je vous parlais de la deuxième voie métabolique, alors ça c'est particulièrement important, pour arriver à transformer votre iode en T4 inactive, T3 active, il lui faut des cofacteurs. Donc la première chose, évidemment, il faut un bon taux d'iode, et surtout, pour que les réactions biochimiques enzymatiques se passent bien, il vous faut des taux corrects, des cofacteurs absolument majeurs, que sont le magnésium, le sélénium, absolument majeur le sélénium, la vitamine B9, la vitamine B12, la vitamine D, la vitamine A, le molybdène, vous voyez, le fer, hein, donc tous ces éléments sont particulièrement importants. Et pour optimiser tout ça, il faut absolument être non pas aux normes, mais aux normes hautes. Et puis alors, par ailleurs, vous avez, pour que tout ce système fonctionne correctement, cette enzyme que vous voyez ici, qui s'appelle la DIO2.
Donc cette DiO2 va vous permettre de transformer la T4 en T3. Je suis désolé d'être un peu compliqué, mais il faut vraiment comprendre ça parce que vous allez comprendre ensuite toutes les conséquences sur les examens biologiques pour contrôler tout ça et sur la thérapeutique. Donc c'est DiO2, il y a un polymorphie génétique sur la DiO2 et souvent pour une goutte de salive, pour une cinquantaine d'euros, vous pouvez savoir si vous êtes homo-hétérozygote, si cette enzyme fonctionne bien ou pas. Parce que si elle fonctionne mal, mais il faudra introduire un traitement avec une association des deux. Donc on en parlera un peu plus tout à l'heure. Vous avez un livre qui est sorti récemment de Dr Roniquet sur l'importance de l'iode, qui est maintenant réhabilité. L'iode, il y a une trentaine d'années, a été décrié énormément. Il avait fait World-Chekhov. On pensait qu'on prenait trop d'iode, on abîmait la thyroïde. Alors qu'en pratique, maintenant, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça. Et on peut atteindre des doses très importantes qui ont des effets biologiques excessivement intéressants. Pour vous donner un exemple, si malheureusement on avait un accident nucléaire, le préfet de votre région décidera de vous donner des comprimés de 65 mg. Alors que les comprimés d'iode que vous pouvez prendre et les valeurs nutritionnelles proposées par toutes les références sont de 150 microgrammes. Donc si on a un accident nucléaire, le comprimé que vous allez prendre sera 1000 fois plus dosé. Pour vous dire, et si on vous fait une injection pour un examen radiologique, comme un scanner injecté, une urographie intraveineuse ou autre, vous allez avoir des doses considérables d'iode avec des ioduries, plusieurs milliers de microgrammes par litre. Pour vous dire qu'il ne faut absolument pas avoir peur de l'iode. Et le livre de Vincent Roniquet qui est sorti il y a peu de temps, vous voyez les pouvoirs de l'iode, réhabilite un peu l'iode et permet de mieux comprendre ces problèmes. Ce qui est noté sur cette diapo, je vous la résume en 2 mots, l'erreur que malheureusement on commet la plupart du temps, c'est de traiter l'hypothyroïdie par la lévothyroxine, lévothyrox, T4 et autres, qui sont les traitements hormonaux. La première chose devant une hypothyroïdie, c'est de redonner les combustibles pour que la thyroïde fonctionne bien. Ça va être ce que je vous ai énuméré, iode, zinc, sélénium, B9, B12. Vous éloignez les perturbateurs endocriniens le plus possible parce que la thyroïde est exposée d'une façon terrible par la pollution atmosphérique, les perturbateurs endocriniens, les polluants éternels. Il n'y a pas une journée vous avez vu où la presse ne parle des perturbateurs endocriniens. Donc ces perturbateurs jouent sur toutes les glandes, donc les ovaires, les testicules, le pancréas, la thyroïde. Toutes les glandes sont concernées par les perturbateurs endocriniens et ça explique, alors je suis un peu hors sujet, mais les drames que vous pouvez voir avec le diabète, parce que le diabète n'est pas uniquement une maladie de la malbouffe, c'est le pancréas qui est pris de plein fouet par les perturbateurs et qui explique aussi la flambée dans le monde entier de diabète et d'obésité, les problèmes au niveau des ovaires avec tous les problèmes qu'on peut voir, l'endométriose est impliquée, beaucoup d'autres problèmes au niveau des hypofertilités. Chez l'homme, on est confronté à énormément de problèmes d'hypofertilité sur l'aspect exocrine du testicule, c'est-à-dire les spermatozoïdes, et par ailleurs sur l'aspect endocrine pour les androgènes, avec les équilibres androgènes et œstrogènes, avec la flambée des cancers de la prostate qu'on peut voir. Donc vous voyez que ces perturbateurs endocriniens agissent partout. Et alors j'observais à midi où je déjeunais devant le port la rotation des cars ferry avec les fumées. Alors je ne veux pas rentrer dans les problèmes politiques compliqués que vous vivez peut-être à Basse-Terre, mais dans le monde entier, quand on vit à côté d'un port, vous êtes exposé à une pollution atmosphérique considérable. Et ça ne donne pas que des cancers du poumon. Attention, ça va donner énormément d'autres problèmes. Je sors du sujet un instant parce qu'on sait maintenant dans les publications, vous avez dû voir autour de vous malheureusement l'importance des cancers du sein, on en voit énormément, et il y a une relation aussi directe iode et cancer du sein. Donc quand on a un cancer du sein, suivez les conseils de vos médecins, faites tout ce qu'il faut pour vous traiter correctement avec tous les protocoles qu'on a actuellement, mais par ailleurs, il faut absolument avoir un taux d'iode correct pour le cancer du sein. Alors je suis hors sujet puisqu'on parle de la thyroïde, mais puisqu'on parle de l'iode, il s'agit aussi de mieux comprendre l'intérêt dans le cancer du sein, vitamine D et iode. Et vous ferez un coup double.
parce que la vitamine D est un cofacteur, la vitamine D est une véritable hormone stéroïde, c'est un cofacteur majeur, la vitamine D aussi, dans la synthèse des hormones thyroïdiennes que je vous ai montré, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je parle très vite, qu'il y a tellement de choses à expliquer en une heure que je vais peut-être vous noyer, que je suis embêté parce que je peux être soit très technique, à ce moment-là certains vont peut-être pas bien comprendre, soit trop simple, et ça paraîtra un peu puéril pour certains, donc je ne sais pas un peu à quel niveau. Est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels de santé dans la salle, ou qui sont dans le domaine de la santé, j'entends? Oui. Voilà, pour me rendre compte un peu des problèmes. Alors, tout ce que je vous dis est validé. Je n'ai pas ce soir l'occasion de vous montrer toutes les références bibliographiques, mais qui sont des références dans toutes les grandes revues. Je suis depuis 35 ans relecteur de la revue Prescrire. Je m'intéresse beaucoup à la pharmacovigilance, je travaille avec les centres de pharmacovigilance. Donc les éléments que je vous apporte sont des éléments validés et tout à fait opposables. Alors je crois que vous vouliez poser une question. Oui, est-ce que la vitamine D, on doit la prendre à l'année quand on a des problèmes de thyroïde? Il faut la... Est-ce qu'on doit la prendre à l'année, la vitamine D? Ah oui, alors, ici, ce qu'on dira tout à l'heure aussi, il y a beaucoup de conseils de gens vous diront qu'il faut prendre de la vitamine D, de la vitamine A, prendre des probiotiques, prendre des tas de choses. Il faut rester très cartésien. On a actuellement la possibilité de faire des dosages. Donc vous devez faire des dosages biologiques pour savoir où vous en êtes en vitamine D, votre taux de ferritine, votre iodurine des 24 heures, votre taux de sélénium, B9, B12. Et en plus, actuellement, il ne faut pas être dans les normes, il faut être dans les normes hautes. Donc il faut répondre à votre question, la vitamine D, norme haute, il faut être à 70 ou 80 nanogrammes par litre. Hein, il ne faut pas vous contenter d'être aux normes basses. Hein, c'est hyper important parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir agir au niveau de tous vos récepteurs et toutes les réactions enzymatiques seraient bloquées. Et sont aussi bloquées parce qu'elles entrent en compétition avec les perturbateurs endocriniens actuellement. Donc là, un peu compliqué, là j'ai un tableau compliqué pour vous expliquer que vous avez la possibilité, si vous êtes surmené, si vous êtes stressé, si vous faites un jeûne, si vous êtes en période de ramadan, si vous avez des conditions de carence particulières, votre T4, qui est l'évothyrox que vous pouvez prendre, au lieu de se transformer en T3, l'hormone active, va partir en T3 reverse. Alors c'est très intéressant de doser la T3 reverse parce que ça va vous permettre de vous rendre compte si votre hormone part dans une boîte de garage ou pas. Ça c'est particulièrement intéressant. Alors votre T3 reverse doit être autour de 0,20. Si elle est au 0,20, 0,25, ça va passer. Si c'est à 0,40, ça ne va pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, l'examen que va faire votre médecin, ça va être une TSH T4 qui va vous dire tout va bien, alors que votre T3 n'aura aucune efficacité puisqu'elle part en T3 reverse. Donc je vous donne un exemple dont on parlera tout à l'heure pour adapter les diagnostics et les traitements. Je voulais faire une parenthèse sur la DIO2 parce que vous avez la possibilité, là je vous l'ai expliqué, il y a des schémas un peu compliqués sur ce type de polymorphisme génétique, mais vous pouvez tout à fait doser actuellement cette DIO2 et ça va vous permettre de mieux savoir comment fonctionne votre thyroïde et surtout de mieux savoir comment vous allez pouvoir être traité. Et dans la mesure où c'est un examen génétique, ça aura une valeur aussi pour votre descendance. Parce que vous allez remarquer, si vous avez des problèmes de thyroïde, une thyroïde maltraitée, vous allez remarquer souvent que dans votre famille, vos grands-parents, vos parents auront des problèmes. Et si vous avez des enfants, surtout si c'est des filles, puisque souvent les pathologies de la thyroïde touchent plus les filles que les garçons, bien, ça va vous permettre pour vos enfants de faire attention. Pas uniquement pour eux, pour vos enfants et vos petits-enfants, ainsi de suite. Hein, c'est particulièrement important et c'est DIO2 certains m'opposeront que ce sont des examens pas remboursés, mais si ça peut vous épargner des enfants autistes ou crétins pour une cinquantaine d'euros, ça peut se discuter. Excusez-moi de Parlez fort. Vous pensez que l'autisme est lié à un problème de DIO2? L'autisme. L'autisme.
Autisme. L'autisme, L'autisme. les enfants Non. autistes. Non, non, attention, c'est pas du tout ça. Je n'ai pas compris le mot. Non, c'est que si votre DIO2 ne fonctionne pas bien, vous allez mal transformer votre T4 inactive en T3 active, et c'est l'hormone active qui permet, pendant la vie intra-utérine, au cerveau de se développer correctement. Donc, il faut absolument que vous ayez un bon taux de T4, T3 pendant votre vie, pendant la vie intra-utérine du bébé. Le système nerveux central du bébé va essentiellement se faire sur le premier mois ou les 6 premières semaines, et c'est qu'à partir du 3e mois que la thyroïde du bébé devient active, mais la plupart du temps, une maman ne sait pas qu'elle est enceinte, une future mère ne sait pas qu'elle est enceinte, elle a une hypothyroïdie fruste maltraitée, et même si elle prenait un traitement ou de l'iode après la période vraiment cette période cruciale des toutes premières semaines, le mal sera fait et à la naissance, on aura un enfant avec des troubles importants qui, s'ils sont importants, se manifesteront par un autisme, ou alors seulement, ce qui est déjà énorme, un QI bas. On reparlera. Le problème, le professeur Barbara Debenex en a beaucoup parlé, il y a plein d'équipes qui remarquent que l'intelligence, depuis 20 ou 30 ans, sur la courbe de Gauss, a tendance à baisser. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui ont des QI bas et de moins en moins de personnes qui ont des QI très élevés. Tout ça pour dire que une grossesse, c'est pas 9 mois mais 12 mois, parce que dans les 3 mois qui précèdent la fécondation, il faut qu'une mère soit, et le père, on en parlait aussi tout à l'heure, soient en parfaite santé. Voilà, donc cette DIO2 maintenant est associée à des problèmes digestifs, on en parle de plus en plus, on parle de plus en plus de problèmes aussi, vous voyez, de troubles de l'humeur, de difficultés psychologiques, d'affections cardiovasculaires. Donc tous ces polymorphies génétiques, il y a une révolution en médecine où actuellement il faut les doser, il faut absolument mieux en tenir compte. Hein. Donc on peut dire qu'en 2024, maintenant, il y a une révolution sur le plan diagnostique. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de thyroïde au sens large. Dans les problèmes de thyroïde, il y a beaucoup de pathologies. Bon, il y a les cancers de la thyroïde que tout le monde connaît. Il y a plusieurs types de cancers, des cancers très dangereux, heureusement rares, d'autres cancers qui se guérissent bien. Et vous avez des pathologies carentielles, je vous parlais de l'iode tout à l'heure, et vous avez des pathologies inflammatoires immunologiques, en hyper ou en hypo, comme les maladies de Baslow, les maladies d'Hashimoto, les maladies de Kervin. Donc votre médecin doit évidemment poser un diagnostic avec les examens appropriés avant d'envisager un traitement. Ça paraît absolument évident. Je peux savoir quelque chose, monsieur le docteur. Qu'est-ce que c'est la maladie de Hashimoto? Alors voilà, on va en parler, parce que la maladie d'Hashimoto, c'est encore un monde. Hein, on va en parler, il n'y a pas de problème. Hein. Donc alors, je voulais surtout insister, pour répondre à votre question, sur la période, pour ces problèmes de thyroïde, les périodes périconceptionnelles. Hein, donc dès qu'un jeune couple se marie, il faut absolument penser, a priori ils auront peut-être l'idée de faire des bébés rapidement, il faut absolument y penser. Il faut faire passer les informations dans les lycées pour que les élèves de seconde, première, terminale soient au courant. Moi je donne des conférences dans les écoles d'infirmières, dans les écoles de sages-femmes, parce qu'une jeune sage-femme ou une jeune infirmière doit connaître ces notions actuellement. Il y a un diplôme d'université de pathologie environnementale à la faculté pour les médecins. Malheureusement, la pathologie environnementale, tout ce dont je vous raconte, les étudiants en médecine sont très très peu informés, parce que c'est un certificat qui est optionnel à la fin de leurs études. Donc malheureusement, au bout de 7, 8 ans, 10 ans d'études, ils en ont marre et ils ne vont pas se lancer dans ce type de diplôme d'université. Donc moi aussi, ça fait 30 ans que j'ai des étudiants en médecine dans mon cabinet. Quand je les reçois en 4, 5 ou 6e année, quand je leur parle de perturbateurs endocriniens, souvent ils n'en connaissent même pas l'importance. Hein, ils sont complètement largués. Donc pour vous dire qu'il faut vraiment que le corps médical se pose des questions. Alors depuis 2-3 ans on en parle plus, mais là il y a, surtout on ne mesure pas les conséquences. Voilà, donc là c'était pour vous parler de l'influence thyroïde sur le QI, hein, donc absolument majeur. Il faut voir que je vous montrais des goitres tout à fait historiques tout à l'heure, mais les pathologies sont excessivement fréquentes. Hein, donc c'est aussi fréquent que les pathologies de l'œil.
Regardez dans cette salle le nombre de personnes qui ont des problèmes, qui ont des lunettes, hein, donc il y en a une sur deux quasiment en plus. Donc en fait, les problèmes de thyroïde sont excessivement fréquents et on passe à côté. Vous allez ramer, on va faire beaucoup de diagnostics erronés, puisque c'est le choc d'orchestre de l'organisme, toutes les spécialités médicales sont concernées. C'est-à-dire que vous allez atterrir chez un psychiatre, un gynécologue, un pneumologue, un neurologue, vous voyez, vous allez partir dans toutes les spécialités parce que une hypothyroïdie, par exemple, fruste, ou une hypothyroïdie peut se manifester par au moins une trentaine de symptômes. Pour vous donner les symptômes, les symptômes les plus connus, ça va être souvent une prise de poids, des problèmes de frilosité, une constipation, une peau sèche, des troubles de la mémoire. Vous voyez, là, je vous en énumère 5, vous en avez une trentaine. Je peux vous en donner certains un peu atypiques. Ça va être une voix rauque. Un chanteur ou un artiste qui chante à l'opéra, bon, si sa voix se met à changer, il faut quand même avoir l'idée d'une hypothyroïdie, parce que ça va jouer sur la voix. Vous avez un syndrome du canal carpien. Un canal carpien, quand on en parle à des amis chirurgiens qui les opèrent, eh bien, maintenant, certains sont sensibilisés et vont faire des bilans thyroïdes parce que une hypothyroïdie donne un œdème. Un des symptômes majeurs aussi, c'est l'œdème le matin. On a un visage gonflé, des jambes enflées. Alors vous allez gonfler aussi au niveau de votre canal carpien, vous allez exprimer ça par un syndrome du canal carpien avec des dysesthésies dans la main. Donc ça, je vous donne un exemple. Évidemment, vous pouvez vous faire opérer, mais il est quand même plus astucieux de traiter la cause que la conséquence. Une autre conséquence d'une hypothyroïdie maltraitée, ça va être des lithiases biliaires. Quand on est une hypothyroïdie, la bile ne va pas bien s'écouler dans les voies biliaires et vous allez faire des lithiases, des calculs dans la vésicule. Alors, calcul, ça va être des complications, une colique hépatique, on va vous opérer, enlever la vésicule. Mais il faut traiter la cause. Donc la cause, ça va être de traiter l'hypothyroïdie, vous allez avoir une bile qui s'écoule correctement et tout va bien aller. Je vous donne encore un autre exemple d'un signe majeur de l'hypothyroïdie, c'est l'hypercholestérolémie. Donc si vous avez un cholestérol élevé, alors évidemment pour le faire baisser, vous pouvez prendre une statine, ce qui est l'attitude stéréotypée de beaucoup d'équipes médicales. Mais posez-vous la question, traitez correctement une hypothyroïdie et vous allez voir que votre cholestérol, bon, sous réserve que vous ayez une hygiène de vie, je ne reviens pas sur la diététique, évidemment, là, nos diététiciennes, j'ai oublié de remercier tout à l'heure, je suis désolé, Sabrina et... voilà, désolé, c'est vous qui êtes les chefs d'orchestre de cette soirée. Hein, Merci. Donc, vous pouvez remercier Laurence. En fait, c'est Laurence qui est à l'origine de cette soirée, c'est elle qui a tout organisé. Alors ça a cafouillé, je suis désolé au dernier moment avec le problème technique là, de l'écran, mais bravo et merci d'avoir Merci à toi Didier d'être venu gratuitement pour cette conférence, parce que le docteur Costra, nous a proposé de l'inviter. Et évidemment, on a accepté immédiatement parce qu'on aurait été folle de refuser. C'est ça. Et il vient gratuitement pour cette conférence. Voilà, oui, merci. Je vais être honnête, non, parce que j'ai un conflit d'intérêt, ce que j'ai oublié de vous dire au début avec ce problème. J'ai un conflit d'intérêt avec le laboratoire TerraScience, que je tiens à remercier ce soir, parce que c'est ce laboratoire qui nous permet de payer la location de la salle. Il y aura un pot à la sortie avec 3 trucs à boire et à manger, et c'est ce laboratoire qui finance tout ça et qui nous permet de vous accueillir gratuitement. Donc je tiens à vous dire que j'ai un conflit d'intérêt avec eux, parce que c'est eux qui offrent tout. Hein. Oui, donc je vous disais que c'est particulièrement important pour que vous compreniez que ces problèmes de thyroïde touchent énormément. Là, j'ai une diapo sur le nombre de personnes qu'on voit dans le monde. On pense à 3, 4, 500 millions de personnes dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose c'est une pathologie très fréquente. Là, je vous ai mis une photo que j'avais prise dans le Monde, le journal Le Monde, il y a 4 ou 5 ans. Ils avaient sorti un papier sur les ventes en pharmacie des médicaments. Alors, le premier poste, vous avez 3 noms bien connus de paracétamol, les noms commerciaux, Doliprane, Efferalgan, vous voyez, donc qui apparaissent. Et en 4e position, vous avez Levothyrox, c'est-à-dire
la classe thérapeutique paracétamol en premier, avec différents noms commerciaux. Et en numéro 2, vous avez les traitements de la T4. Alors, lévothyrox, T4, Thyrox, enfin toutes les différentes variantes de la T4. Pour vous dire, alors demandez à vos amis pharmaciens le volume de boîtes qu'ils peuvent vendre. Et on part aussi sur une erreur, c'est qu'on traite la conséquence, on ne va pas traiter les causes. Alors, il faudra traiter les conséquences dans certains cas quand les pathologies sont importantes. On est bien content d'avoir du lévothyrox ou une association T3, T4 pour vous traiter. Mais la plupart du temps, au début, par exemple, d'une maladie d'Hashimoto, pour répondre à votre question, il faut tout remettre d'aplomb, iode, zinc, sélénium, B9, B12, microbiote. Vous voyez, vous mettez tout perturbateur endocrinien, diététique, où c'est très décrié, mais nos amis là en parlent toute la journée, se méfier des produits laitiers, se méfier du gluten, qui, sans avoir une vraie maladie cœliaque, le gluten actuellement est particulièrement toxique pour toutes ces maladies inflammatoires, et les produits laitiers sont aussi particulièrement délétères, sur le plan cardiovasculaire, sur plein d'autres plans. Hein, donc si vous regardez en Asie, moi je travaille beaucoup au Laos, si vous allez à Okinawa, au Japon, en Corée, partout, vous avez beaucoup moins de diabète, beaucoup moins d'obésité, beaucoup moins de cancer du sein, beaucoup moins de cancer de la prostate. Si vous comparez ça à ce qu'on voit aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne ou en France aussi, c'est absolument, les différences sont énormes. Hein. Donc pour vous dire que l'importance de la diététique dans ces maladies inflammatoires sont majeures. Et là, ça ne touche pas que les thyroïdites d'Hashimoto ou de Vaso. Ça va toucher toutes les maladies de système, entre le vitiligo, les polyarthrites rhumatoïdes, les spondylarthrites, les rectocolites hémorragiques, et j'en passe, hein, il y a au moins une cinquantaine de maladies. Vous avez une diapo particulièrement imbuvable ici qui vous montre tous les symptômes qui peuvent... vous n'êtes pas obligé, heureusement, de tous les avoir, mais pour vous dire que ça touche absolument tous les systèmes, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc quand vous avez un problème qui traîne, il faut quand même avoir cette arrière-pensée. Le diagnostic, souvent, moi je le fais en voyant les gens dans la salle d'attente. Avant même qu'ils me demandent quel est le problème, je vois sur leur visage. Hein, c'est souvent un visage gonflé. Le tiers externe des paupières qui a disparu, le signe d'Hertog. Vous avez des cheveux cassants, une peau mate et très très sèche. Une personne qui a un coup de vieux, vous lui donnez 10 ans de plus tout de suite. Vous lui posez 2 questions, il faut 2 minutes pour vous répondre parce qu'elle a un cerveau complètement embrumé. Vous voyez, donc le diagnostic, vous allez vite, vous allez le faire déjà au coup d'œil. Alors, on n'est pas des maquignons, mais ça va nous permettre quand même déjà au coup d'œil d'avancer. Donc le visage est particulièrement important. Et pour vous dire aussi que, évidemment, ça va être au niveau du cerveau, hein, au niveau les diapos sont en anglais, mais au niveau du cerveau et au niveau de l'humeur. Hein, donc on a des personnes qui sont souvent complètement déprimées, qui ne vont pas bien du tout. Vous posez quelques autres questions, entre autres sur l'intestin, il y a quasiment toujours des problèmes d'intestin, hein, avec des flatulences, des ballonnements, une constipation, une alternance diarrhée-constipation, des périodes de putréfaction. Donc normalement un intestin fonctionne en fermentation. On va à la selle une fois par jour. Et quand l'intestin chez un hypothyroïdien fonctionne mal, il va avoir tous ces symptômes et vous allez pouvoir vous embarquer sur plein d'examens compliqués. Alors il faut toujours avoir peur d'un cancer du côlon, évidemment il faut faire les examens que votre médecin va vous décider de demander, mais il faut bien penser qu'il va y avoir tous ces problèmes. Et là, ça débouche sur des problèmes de microbiote, de dysbiose, parce que l'intestin va permettre à la T4 de se transformer en T3. Environ 70% de votre T4 se transforme en T3 dans l'intestin, le reste dans le foie. Donc si vous avez un foie qui fonctionne mal ou un intestin qui fonctionne mal, vous allez mal transformer votre hormone inactive en hormone active. Donc d'où l'importance d'avoir un intestin qui fonctionne bien. Alors, deuxième question qu'on pose systématiquement pour des femmes qui sont en période d'activité génitale, ça va être les règles. Alors les règles aussi, c'est une importance absolument majeure, le cycle et les œstrogènes et la progestérone sur les synthèses d'hormones thyroïdiennes et la transformation de T4, T3.
Donc si vous avez des troubles des règles, le plus classique c'est dans la période 30-50 ans, ça va être une hyperostrogénie relative, c'est-à-dire trop d'œstrogène par rapport à la progestérone, et là vous allez avoir un syndrome prémenstruel. Alors il faut absolument les dépister, ça ne veut pas dire qu'un syndrome prémenstruel est un signe d'hypothyroïdie, mais ça fait partie du tableau. Donc, et surtout si vous voulez un enfant. Donc avec quelques questions, vous allez cerner le problème, et là vous avez deux façons de le traiter, enfin, ou trois façons. La façon conventionnelle, ça va être de prendre des hormones artificielles. Maintenant, les progestatifs, on les aime de moins en moins. Hein, on parle de ménangiome, de cancer du sein, de troubles de l'humeur, de troubles de la libido, donc on les aime de moins en moins. Vous avez dû voir la presse, on a énormément parlé récemment. On a eu un procès avec le Mediator. On s'achemine maintenant sur des procès majeurs pour des molécules que vous devez connaître. Hein, sur Gestone, Colprone, Orgamétrie, toutes ces molécules qu'on a utilisées, maintenant il faut les bannir parce qu'on a ces problèmes. Donc vous allez traiter cette hyperostrogénie relative qui se manifeste par un syndrome prémenstruel avec des hormones naturelles. Je vous donne les noms commerciaux, je n'ai aucune relation commerciale avec les labos qui les commercialisent comme Utrogestan, que vous utilisiez par voie vaginale ou Péros. C'est embêtant parce que le laboratoire de sein refuse d'enlever du dioxyde de titane qui sont dans les capsules. Alors là, moi je me bats avec des mails, je renvoie des lettres recommandées, parce que le dioxyde de titane est interdit dans l'agroalimentaire depuis 4 ans en Europe, et il est autorisé dans les médicaments et dans les enveloppes des médicaments. Et l'Utrogestan, par exemple, a une voie intravaginale qu'on donne aux femmes qui sont dans les protocoles de FIVEO, et c'est gênant de leur proposer 2 mois un progestatif dans le vagin avec un dioxyde de titane qui est une nanoparticule. Hein, donc, vous voyez, là, il faut aussi que vous, public, il faut vous battre pour que les laboratoires nettoient un peu les formulations de leurs médicaments. Hein, donc, je vous donne un exemple. Donc, la progestérone, elle sera moins active en gel, mais vous avez peut-être intérêt à utiliser un gel de progestérone. Je ne sors pas du sujet avec la thyroïde, attention, parce que ça va rentrer dans le traitement aussi indirect des hypothyroïdies. Puis si vous voulez un bébé, ça vous permettra, si vous réglez votre problème de syndrome prémenstruel, vous allez mieux ovuler. Votre thyroïde, si vous lui donnez tout ce qu'il faut, fonctionnera mieux. Ça vous permettra d'être enceinte si vous avez des difficultés pour faire un bébé. Et si vous êtes aux normes hautes pour les paramètres dont on a parlé, ça vous évitera d'avoir à la naissance d'un enfant autiste, hyperactif, crétin, parce que je l'ai décrit tout à l'heure. Donc vous voyez, donc les règles sont particulièrement importantes à bien comprendre. Et si vous avez en plus un syndrome de dépression important, vous avez d'autres neurohormones qui vont être mal sécrétées, entre autres par votre dysbiose déclenchée par l'hypothyroïdie. Vous allez avoir un trouble des neuromédiateurs comme la sérotonine, le GABA, la dopamine, on en parlait tout à l'heure avec la tyrosine. Là, je deviens compliqué, hein, je suis désolé, mais hein, je vous explique un peu, si vous voulez, comment tout ça s'orchestre. Et si vous avez des taux bas, eh bien, ça va poser évidemment des problèmes majeurs. Est-ce qu'il y a des questions pour dire l'interférence gynéco puis au passage, si vous traitez correctement votre syndrome prémenstruel, vous pouvez peut-être vous épargner un cancer du sein, c'est quand même intéressant au passage. Et un divorce, parce que vous aurez une meilleure libido, vous aurez moins de soucis, vous serez moins pénible avant les règles, enfin, vous ne allez pas rentrer dans d'autres soucis, et tout ira mieux peut-être sur ce plan. Donc, pour parler des règles avec souvent ces dépressions, ces pulsions de sucre, on a des patientes qui sont quasiment suicidaires dans leurs règles. On sait que dans les prisons, les voies de fait qui sont faites par des femmes, la plupart du temps, c'est dans la période prémenstruelle. Hein, ça a été validé. Et donc, vous pouvez vous aider à ce moment-là avec les précurseurs de la sérotonine, et qui sont vous pouvez utiliser des plantes, utiliser des acides aminés comme le tryptophane, le griffonien, enfin il y a plein de plantes. Là, les naturopathes les connaissent très bien, qui vous permettent de réguler correctement votre cycle, d'amener un meilleur taux de sérotonine. Alors il y a une autre façon d'en prendre la sérotonine, c'est du Prozac. Bon, je vous dissuade quand même de le faire. Et vous pouvez à ce moment-là normaliser votre cycle. Et vous aurez un bien meilleur moral.
Alors, vous me parliez d'Hashimoto. Bon, là, il y a un dessin humoristique hein, pour ceux de loin. Donc, c'est quelqu'un qui dit que la maladie d'Hashimoto, elle n'est jamais allée au Japon. Hein. Donc, en fait, maladie d'Hashimoto, c'est un Japonais qui a 30-40 ans a décrit les premiers cas de thyroïdite d'Hashimoto. Donc, on en voit maintenant énormément, et c'est une pathologie inflammatoire. Vous avez des anticorps qui sont sécrétés, des anticorps anti-thyroglobulines, des anticorps anti-TPO, c'est-à-dire anti-thyroperoxydase, et ce sont des anticorps qui vont attaquer la thyroglobuline. Vous voyez, à cette partie sous l'œil, vous avez la thyroglobuline, et vos anticorps vont vous attaquer à ce niveau de l'organogénèse des hormones thyroïdiennes. Donc ça va entraîner des problèmes, entre autres, d'hypothyroïdie, et une inflammation, quelques grosses thyroïdes. Et si vous avez la chance d'être bien traité au début, que vous remettez votre thyroïde fonctionnelle avec les éléments dont on a parlé, c'est-à-dire un bon taux d'iode, sélénium, le sélénium est majeur. Parce que si vous n'avez pas un bon taux de sélénium, vous bloquez votre DIO2. La DIO2, elle est séléniodépendante. Donc si vous n'avez pas un taux de 120 microgrammes, hein, sélénium, vous êtes normaux de 120. À ce moment-là, vous bloquez. Les boîtes dont je vous parlais tout à l'heure au Laos, je vous donne l'exemple du Laos parce que c'est vraiment assez ouvert le problème. Ils ont des carences en iode absolument majeures parce que c'est un pays enclavé, il n'y a pas de mer, pas de fruits de mer, il n'y a rien. Ils n'ont pas de vitamine D qui est un cofacteur parce qu'ils détestent le soleil, ils n'ont pas de fruits de mer, pas d'huile de foie de morue, donc les taux de vitamine D sont effondrés, les enfants sont rachitiques, les femmes ont de l'ostéomalacie. Ils n'ont pas de vitamine A parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en payer. La vitamine A, c'est le rétinol pour les yeux, mais ça interfère surtout. Ils ont un troisième point, il y a une carence tellurique dans le sol en zinc, c'est-à-dire qu'il y a, excusez-moi, en zinc aussi, mais surtout en sélénium et en zinc, ces deux éléments absolument majeurs, sélénium et zinc, pour les synthèses hormonales. Donc la carence en sélénium, les sols sont lavés par les pluies, la mousson, donc le sélénium disparaît. Et les carences en sélénium, ça donne une pathologie gravissime en cardiologie, qui est la maladie de Quechua, qu'on voit au Sichuan, au Yunnan, en Chine, vous voyez les régions sud de la Chine, et vous les voyez aussi en Birmanie, au Laos, au Vietnam, dans les parties nord. Et alors là, le syndrome d'une carence majeure en sélénium pour ces enfants, c'est des enfants qui naissent en parfaite santé, c'est de beaux bébés, ils sont bien, ils pèsent 2-3 kilos, ils sont magnifiques. Et puis 15 jours, 3 semaines, un mois après, la famille vous annonce qu'ils sont morts subitement. Hein, parce qu'en fait, ils ont une insuffisance cardiaque, et les carences majeures de sélénium donnent des insuffisances cardiaques majeures. Et les enfants décèdent. Les pays où il y a la mortinatalité les plus importantes du monde. Hein, c'est absolument catastrophique. Et c'est un des facteurs. Alors, il y a des nutritions, il y a plein d'autres maladies infectieuses, parasitaires, il y a plein d'autres causes évidemment. Mais pour vous dire que le sélénium est absolument majeur pour vos synthèses enzymatiques. En plus, ça rentre dans beaucoup d'autres synthèses, donc il faut que votre taux soit correct. Alors, il y a un truc simple, vous prenez une ou deux noix du Brésil, vous contrôlez votre taux 3 ou 4 mois après, vous faites remonter à 120, c'est pas bien compliqué, sauf que l'examen n'est pas remboursé, vous coûtera une trentaine d'euros. Donc là, il faut savoir savoir quelles sont vos priorités, évidemment. Tout à l'heure, je n'ai pas assez insisté quand j'ai énuméré les cofacteurs pour la thyroïde, qui sont aussi des cofacteurs d'un bon fonctionnement au niveau du pancréas, au niveau de l'ovaire, au niveau du testicule, entre autres. Hein. Le zinc est absolument majeur pour les synthèses, pour l'immuno. On a vu que les gens qui avaient des taux de zinc bas lors des épidémies de Covid, c'était les premiers à aller en réanimation et à mourir. Donc les taux de zinc vont jouer sur tous les aspects immunologiques pour avoir une bonne défense immunitaire et vont jouer aussi sur la sphère gynécologique pour permettre d'avoir de meilleures ovulations. Et puis pour la spermatogénèse, les spermogrammes sont catastrophiques chez tous les hommes actuellement. Hein, il y a des taux très très bas de spermatozoïdes avec beaucoup de formes anormales, des tératospermies absolument catastrophiques. Alors, c'est pas le sélénium qui va tout rectifier, il ne faut pas rêver, mais c'est un des facteurs absolument majeurs. Donc le sélénium, vous devez le doser dans le sang, ça ne se discute pas, vous devez le faire au moins une fois, ils vous remettent un bon taux de sélénium et un bon taux de zinc. Et dans la foulée, quitte à vous faire piquer au laboratoire, alors regardez la vitamine A, la vitamine D, B9, B12, vous jetez un coup d'œil, vous serez furieux parce que vous allez vous retrouver avec 100 € à payer. C'est à vous de choisir le temps. Hein. Vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez prendre un billet d'avion. Il faut trouver
voilà. Si vous êtes en Asie, moi je travaille au Laos, j'étais au Vietnam il n'y a pas longtemps, au sud de la Chine, si vous n'avez pas d'argent, vous mourrez devant l'hôpital si vous ne donnez pas un bac chiche à l'entrée. Donc il faut savoir, oui, il faut prendre des choix. Alors, la maladie d'Hashimoto, c'est un monde. Pour répondre à votre question, il y a au moins 5 points sur lesquels vous devez intervenir. Mais pas que pour Hashimoto. Ça va jouer pour une maladie de Basedow dans les hyper, ça va jouer pour beaucoup de maladies rhumatologiques inflammatoires, ça va marcher dans le vitiligo, dans la polyarthrite. Le premier point, ça va être un intestin qui fonctionne bien, donc pas de dysbiose, aller à la scène normalement, pas passer en putréfaction. Au passage, j'ai mis sur Facebook aujourd'hui une publication sur les flagellés et l'intestin. Donc débarrassez-vous de vos flagellés. On en trouve beaucoup dans l'intestin. C'est des gamblia, des trichomonas. Ce sont des parasites très fréquents dans les pays en voie de développement, très fréquents en France, mais sous-estimés. Donc avant d'aller vous lancer dans des coloscopies, des centaines d'euros d'examens complémentaires, c'est intéressant de vous débarrasser de vos flagellés. Ça donne un symptôme gynécologique majeur qu'on appelle les vaginoses. Vaginose, c'est responsable entre autres d'une mauvaise odeur dans le vagin, une odeur pénible de poisson, mais surtout c'est responsable de fausses couches, d'accouchement prématuré. Donc c'est loin d'être anodin, ce n'est pas qu'un symptôme banal gynécologique local, ça fait partie de tout à tout. Alors ça c'est le premier point. Comment on s'en débarrasse? Alors, il y a certains traitements, il y a des traitements qu'on appelle les imidazolés, le flagyl, le secnol. C'est un traitement qui va jouer sur les protozoaires, qui est facile. Vous en prenez soit il y a des monodoses, soit 5-6 jours de flagyl. Ça existe en suppositoire aussi. Et vous changez votre hygiène de vie. Vous utilisez un savon acide pour votre toilette gynécologique que pendant ces périodes. Sinon, vous faites toilette à l'eau, pas besoin de prendre plein de savon. Et puis vous allez réguler. Si vous avez de nombreuses relations sexuelles, le sperme a un pH autour de 7-8, le vagin a un pH, c'est-à-dire l'acidité, autour de 3 ou 4. Donc si vous avez une vie sexuelle à un moment particulièrement active, eh bien il vous faut à ce moment-là faire votre toilette avec des savons acides pour éviter que votre vagin soit trop basique. Et ça va permettre de réguler l'immunité de votre vagin. Au passage, vous mettez des lactobacilles, vous voyez, vous pouvez prendre quelques ovules pour que le microbiote et vous régulez les choses très rapidement. Tout ça, là, c'est pour les... C'est pour les vaginoses. Non, mais pour les parasites dont vous avez parlé juste avant. Les parasites dont vous Oui, avez c'est ça. parlé. Les vaginoses, c'est-à-dire ce qu'on appelle les flagellés. Voilà. Trichomonas, lamblia, gardias, enfin, vous voyez tout ça. Ce qu'on retrouve dans l'intestin, mais dans le vagin aussi. Mais si vous êtes en désir de grossesse, il faut absolument vérifier dans votre vagin que vous n'avez pas ce type de... Parce que ça va interférer pour la fécondation avec les spermatozoïdes, votre pH vaginal va changer, le microbiote du vagin maintenant, il y a eu un congrès l'année dernière qui a été à Marseille, qui a été consacré uniquement au microbiote du vagin. Le vagin, comme l'intestin, ce ne sont pas de vulgaires tuyaux, ce sont des organes immunologiques majeurs. Donc il faut, maintenant le microbiote, vous tapez sur PubMed, vous avez des milliers d'articles qui sortent là-dessus. On en parle, c'est la révolution actuelle. Alors, pour revenir sur les pathologies inflammatoires immunologiques, la première chose, ça va être un bon microbiote, donc aller à la selle normalement, pour que votre T3, T4, vos neuromédiateurs fonctionnent bien. Le deuxième facteur, ça va être les normes hautes pour tous vos cofacteurs, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à votre thyroïde de bien fonctionner. Mais attention, ces cofacteurs, ça va permettre à vos neurones de bien marcher, à votre glande cortico-surrénale de fonctionner correctement, à vos testicules, à vos ovaires, à votre pancréas. Enfin, vous voyez, toutes les hormones, sans parler de toutes les hormones de l'organisme, mais moi je vous parle essentiellement des glandes. Donc ça, c'est l'autre point. Le troisième point sur le plan hormonal, il faut que votre progestérone soit correct, que vos règles viennent normalement et que vous n'ayez pas de problème. Donc si vous avez des règles régulières, sans carence en fer, sans problème, je vais choquer beaucoup d'entre vous, sans perturbateurs endocriniens majeurs que sont les contraceptifs oraux. Les contraceptifs oraux, œstrogène, progestérone, qui sont des molécules artificielles, qui sont des perturbateurs endocriniens absolument majeurs. Donc un stérilet hormonal Mirena, une pilule contraceptive, une pilule progestative. Dans les pilules, vous avez des œstrogènes, progestérone et d'autres progestatifs. Puis après, on les bidouille en gel, en patch,
en anneaux vaginaux, pour faire des injections trimestrielles. Donc là, il y a plein d'autres façons de les utiliser. On pratique en 2024 avec le niveau de pollution qu'on peut avoir. Méfiez-vous de ces perturbateurs endocriniens, hein, donc c'est évident. Donc tout ça pour vous dire, l'autre point, ça va être un ovaire qui fonctionne bien. Pour l'homme, un testicule qui fonctionne bien aussi, pour qu'il y ait une bonne spermatogénèse et un bon taux de testostérone. Hein, donc pour l'homme, tout ce que je vous ai dit, je parle beaucoup de la femme, parce que pour la thyroïde, c'est 8 femmes sur 10. Mais pour les autres pathologies, l'homme évidemment est concerné. Hein, donc la spermatogénèse, pour que les testicules fonctionnent bien, il faut un bon taux d'androgène. La testostérone, actuellement, elle est en compétition avec les perturbateurs endocriniens. Hein, vous allez utiliser un dentifrice qui n'est pas bon, vous allez utiliser, je ne sais pas quoi, un gel douche, vous allez manger une pomme, quand vous voyez qu'il y a 17 traitements de pesticides sur les pommes, on rêve, hein, de manger une pomme, on prend directement du glyphosate, hein, enfin, là c'est jamais marqué. Donc les testicules des hommes, on sort de la thyroïde, mais je fais quand même une parenthèse, sont particulièrement exposés. Je vous parlais tout à l'heure pour les spermatozoïdes, mais pour la testostérone. Et moi, les jeunes étudiantes en médecine que j'ai dans mon cabinet, elles en ont marre de ces hommes qui se transforment actuellement, qui passent leur soirée à boire des bières, qui sont toute la soirée devant leur téléphone portable. Ces jeunes femmes se retrouvent dans des soirées après s'être maquillées, choisir une belle robe, s'épiler, elles se font belles, et elles ont des types qui les touchent même plus, sauf des enragés comme le Depardieu ou d'autres qui sont encore nerveux. Mais vous voyez, parce que les taux de testostérone vont diminuer, et vous avez des types qui ne sont pas réactifs. La testostérone, si on en a trop, on devient violeur, on n'est pas bien, et si on en manque, on devient des légumes. Donc, beaucoup de femmes en ont marre d'avoir des types qui ne fonctionnent plus. Hein. Et puis, alors, ils font les malins au bar, mais il n'y a plus rien. Hein, les érections, les désirs, tout ça, évidemment, ça ne fonctionne plus. Hein, donc ça va être encore un effet. Je sors un peu de la thyroïde pour vous parler des glandes. Mais ouvrez les yeux, hein, c'est évident. Je voulais vous parler J'ai dû les dégoûter, la pensée. Non? Oui, pour vous dire, vous avez dû entendre parler, je sais qu'en Corse, on a beaucoup parlé de Tchernobyl, voilà, bon, évidemment, tout le monde en parle. Tchernobyl, Fukushima, il y a eu... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les essais nucléaires atmosphériques qui ont été faits il y a une quarantaine d'années, pour les Français dans le Sahara, algériens, ensuite dans le Pacifique, attention, il ne s'agit pas d'oublier les effets qu'ont fait les Russes, les Anglais, les Américains, vous voyez, dans l'extrême ouest des États-Unis, partout. Alors, tous ces essais nucléaires atmosphériques à l'époque, ça représente, et j'ai les chiffres, hein, c'était validé, 22 000 fois Hiroshima, Nagasaki. Hein, c'est-à-dire que c'est considérable. Donc, le drame japonais de la fin de la guerre ne représente quasiment rien par rapport à cette exposition que vous avez pu avoir. Alors, récemment, il y a une dizaine d'années, il y a eu l'accident japonais. Donc, cette radioactivité a une importance. Et puis, il y a la radioactivité médicale qui va agir. Si je vous parle de la radioactivité, évidemment, parce que le iode, c'est l'iode, le césium, mais l'iode radioactif est particulièrement toxique pour la thyroïde. Hein, donc, il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui vont intervenir sur le plan des radiations ionisantes. Il y a une dérive actuellement chez les dentistes. J'ai rien contre mes confrères dentistes que j'apprécie beaucoup, mais on ne peut plus aller chez un dentiste actuellement sans qu'il fasse un panoramique ou une radio. Il y a 20 ans, on ne faisait peut-être même pas d'anesthésie, on traitait une petite carie sans faire d'anesthésie. Maintenant, vous avez droit à un panoramique et une anesthésie locale. Bon, ça peut se discuter, mais un panoramique dentaire, vous allez irradier votre thyroïde, vos seins. Alors, en soi, ça ne représente pas grand-chose, mais si vous avez 10 dents à traiter, que vous faites ensuite une mammographie, une radio pulmonaire parce que vous pensez avoir une pneumonie post-Covid et autres, tout ça va se cumuler aux radiations ionisantes de la radioactivité naturelle qu'on a partout, plus la radioactivité artificielle qu'on a créée par les accidents nucléaires, les bombes, et tout ça va s'accumuler, c'est évident. Et sur le carnet de santé de vos enfants, les radiologues sont censés noter toutes les doses qu'ils donnent sur les dernières pages du carnet de santé. Vous regarderez, là, maintenant, on est censé, les radiologues
obligés, en théorie, de marquer les doses qu'ils envoient à chaque fois. Ça, donc, essayez de réfléchir. Vous n'êtes peut-être pas obligé, dans la surveillance de vos seins, faire une mammo par an à partir de l'âge de 40 ans. Réfléchissez, palpez vos seins, faites peut-être une mammo tous les 2-3 ans, vous en discutez avec votre médecin. S'il y a un risque familial, il faut augmenter la fréquence, mais ne tombez pas dans des excès. Si vous êtes chez votre dentiste, est-ce qu'il est utile à chaque fois, surtout si vous l'avez vu 6 mois ou 1 an avant, de refaire un panoramique? Ça peut se discuter. Alors, il y a ce dont on parlait, je vous ai parlé aussi beaucoup de thyroïdite d'Hashimoto. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, je me suis arrêté tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ovaire, testicule. Pour Hashimoto, je vous parlais de 5 points. Le point suivant, qui est absolument majeur, on en parlera tout à l'heure, c'est la glande cortico-surrénale. La glande cortico-surrénale, elle interfère directement avec la thyroïde. C'est une glande que vous sous-estimez, c'est 2 petites glandes qui sont au-dessus des reins, les cortico-surrénales, et ce sont des glandes qui sécrètent 5 hormones. Elles sécrètent de la cortisone évidemment, l'aldostérone, une préhormone hyper importante qui est la DHA, qui est le précurseur de hormones stéroïdes, de l'adrénaline, de la noradrénaline, 5 hormones. Donc je vous récite le cours en première année de médecine. Donc c'est une glande absolument majeure. Alors cette glande, elle va être attaquée par les perturbateurs endocriniens, elle va être attaquée par les carences, attaquée par les radiations ionisantes. Donc c'est une glande majeure et elle va être attaquée par le stress. Je ne sors pas du sujet pour Hashimoto, parce que vous allez voir comment on donc le stress va absolument agir, parce que vous allez avoir une cortico-surrénale qui va être complètement pressurée par le stress de la vie active, les divorces, le contrôle fiscal, le drame en Ukraine, le drame actuellement en Palestine, enfin vous voyez toutes les horreurs qu'on peut avoir actuellement toute la journée, votre patron qui vous ennuie, vos enfants qui sont infernaux, enfin vous voyez tous les problèmes de la vie qui vous agressent, et là votre surrénale va se retrouver complètement attaquée. Et elle peut être attaquée en réagissant de 2 façons. Au début, elle va réagir. Donc vous allez avoir un taux de cortisol un peu élevé, donc ça va vous permettre de vous en sortir et de ne pas être effondré. Vous allez être en burn-in, puis au bout d'un moment, vous êtes out, burn-out, brûlé, complètement cuit, et là, vous ne pouvez plus bouger. Le matin, vous êtes incapable de sortir du lit pour aller travailler. Vous êtes burn-out. Et si vous faites un test salivaire en 5 papiers dans la salive pour voir quel est votre profil salivaire d'hormones corticoïdes, vous allez voir que vous êtes complètement effondré. Donc là, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Mais il se trouve que les corticoïdes, la cortisone, interfèrent et rentrent directement en cause dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. Ça, c'est dans tous les livres de physiologie, les cours de 3e année de médecine en biochimie, ce que je vous raconte. Donc, lorsque vous êtes en burn-out, lorsque vous êtes épuisé, vous allez aussi majorer vos symptômes d'hypothyroïdie et vous rentrez dans un cercle vicieux infernal. Donc ça, c'est le 4e point. Le 5e point, dans une thyroïdite d'Hashimoto, ça va être de remettre votre thyroïde à plan. Donc il faut jouer sur tous ces facteurs qui ne vont pas jouer pour la thyroïde, ça va jouer aussi, vous avez compris, sur le reste. Alors que malheureusement, beaucoup de nos confrères ne vont traiter que les symptômes. Vous arrivez avec une hypothyroïdie en étant déprimé, vous ressortez avec du Prozac et du Temesta. Vous avez mal au ventre, vous ressortez, je ne sais pas quoi, du Smecta et du Macrogol pour aller à la scène. Alors que vous allez traiter la conséquence et non pas la cause. Alors, surtout actuellement, donc là vous avez une photo d'un diable, pour vous dire que le coup de grâce qu'on a depuis les 20 ou 30 ans, depuis les 30 dernières années, mais surtout depuis ces dernières années, c'est les perturbateurs endocriniens qui vont interférer partout, on en a déjà parlé, mais ça c'est terrible. Donc vous avez une équipe au CNRS, on a la chance, au CNRS, au musée d'histoire naturelle à Paris, vous voyez à côté de la salle, à côté de la gare de Sterling, là il y a toute une équipe avec le professeur Fini et le professeur Barbara Domenech qui travaillent sur les perturbateurs endocriniens et sur la signalisation des perturbateurs endocriniens sur la thyroïde. Ils font beaucoup d'essais chez les animaux et ça permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe. Parce qu'il se trouve que les hormones thyroïdiennes,
sont les mêmes dans toutes les espèces. Bon, rares sont les hormones ou d'autres éléments biologiques qui auront cette particularité. Donc les hormones thyroïdiennes, je vous donne un exemple par exemple pour le saumon. Un saumon qui va être en eau douce dans une rivière, instantanément quand elle arrive dans l'eau salée, il va pouvoir vivre. Si vous mettez une truite dans l'eau salée, elle va mourir tout de suite. C'est des hormones thyroïdiennes qui vont permettre au saumon de s'adapter instantanément à une vie dans l'eau salée. Un autre exemple, ça va être les libellules les larves qui vont se transformer en libellules. Donc ça, c'est encore les hormones thyroïdiennes qui sont à l'origine de tout ça. Donc toutes les espèces, donc on peut utiliser les hormones thyroïdiennes pour faire des essais biologiques chez les souris, chez d'autres, pour voir un peu ce qui se passe. Alors c'est l'équipe de Domenech qui travaille là-dessus, Barbara Domenech, et elle a sorti un livre qui est excellent. Alors là, pour vous montrer un des effets, c'est satirique, des perturbateurs endocriniens. En fait, il paraît que c'est un oiseau qui existe dans le Pacifique. Mais pour vous dire que vous pouvez arriver à des choses un peu étonnantes. Les perturbateurs dont je vous parlais, cette conférence ne s'organise pas sur les perturbateurs. Sinon, on pourrait les prendre un par un en décrivant tous les effets biologiques. C'est passionnant et il faut les connaître pour pouvoir mieux les combattre. Vous voyez, là, on parle des PFAS, qui sont les polluants éternels. Vous avez vu les résultats récents des polluants éternels, la presse en a beaucoup parlé. La région Île-de-France, la région autour de Lyon, au sud de Lyon, vers Fézin, la région de Fos. Je pense que en Corse, vous êtes exposé pour les deux grandes villes portuaires, avec la rotation des cars ferries aussi. Tout ça, ça va jouer énormément. Je vous parlais d'un livre que vous pourriez acheter, qui est en anglais et en français. Il y a une traduction en français de Domenech, qui s'appelle Cocktail Toxique. Elle a tout un chapitre absolument passionnant sur la thyroïde. C'est une chercheuse, une grosse pointure. Il y a toutes les références bibliographiques de ce que je vous explique. Et vous allez comprendre un peu les problèmes, entre autres. Elle a tout un chapitre sur l'iode. Donc pour mieux comprendre l'iode thyroïde, vous avez le livre de Domenech dont je vous ai parlé, et je vous parlais tout à l'heure de livre qui vient de sortir de Vincent Reliquet sur les pathologies thyroïdiennes. Vincent Reliquet, R-E-L-I-Q-E-T. Reliquet, aussi avec toutes les références pour comprendre l'importance de l'iode. Voilà, je rendais hommage à Theo Colborn, et à plus de 30 ans, qui est la première à en parler. C'est une chercheuse américaine qui a remarqué que les poissons dans les grands lacs américains vers Detroit, vous voyez là où se trouvent toutes les grandes usines de voitures, le lac Michigan, là dans ce coin, eh bien les poissons dans ces grands lacs américains étaient hermaphrodites. Ils n'étaient plus ni mâles ni femelles, leurs organes génitaux étaient complètement dénaturés. Et elle a fait une relation que vous avez fait avec la pollution intense de ces régions industrielles. Donc elle a publié, c'était il y a 30 ans, 33 ans maintenant. Et elle a sorti un bouquin, elle a été désavouée par tous ses pairs, tout le monde l'a humiliée dans les congrès, et maintenant elle a été complètement réhabilitée. Donc pour vous donner l'exemple de cette chercheuse. Donc souvent, il faut attendre une génération avant d'être réhabilité quand on parle trop vite. Autre chose très importante dans les produits dont il faut vous méfier, pour ceux qui ont des souvenirs de chimie, l'iode est un halogène. Les halogènes, vous avez d'autres halogènes comme le brome, le chlore, le fluor. Dès que vous entendez ces trois mots, vous devez vous braquer et ne pas y toucher. Donc le chlore, il faut vraiment vous en méfier. Rappelez-vous le gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale. Le chlore est un halogène qui va déplacer les réactions enzymatiques. Ça va enlever l'iode et ça va le remplacer par du chlore ou par du brome. Donc le mot brome aussi, il faut vraiment vous en méfier. Le brome, il y en a plein partout, les retardateurs de flamme, les coussins de votre voiture, il y en a vraiment partout. Et le fluor, à bannir absolument. Pas de sel fluoré, iodé, on en parlera tout à l'heure pour le sel, mais en tout cas pas de sel avec du fluor. Et arrêtez de donner du fluor à vos enfants. C'est complètement has-been. On avait donné du fluor aux femmes ménopausées.
on était contents de cette belle radio, ben, elles se cassaient toutes, elles faisaient toutes des fractures dans tous les sens. Pour vous donner l'exemple de typique où on prend un critère intermédiaire et on ne regarde pas un critère global. Je vous parle de l'ostéoporose. Donc pour vous dire que pour le fluor, vous oubliez les halogènes définitivement. Quand vous voyez ces mots-là, vous les écartez. Vous arrêtez d'utiliser de la javel pour désinfecter chez vous aussi. Faites hyper attention à la javel. Voilà, il y a l'aluminium, le lithium. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous parler de la biologie. C'est 8h15. Je vais aller encore peut-être pour 10 minutes, un quart d'heure, mais je crois qu'on nous a laissé la salle un peu plus longtemps. Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux y aller. Alors, est-ce que ça a parlé très fort, mais... Oui, j'avais une question. Comment réagir quand on n'a plus de thyroïde? Alors, oui, ça c'est une bonne question. On va vous dire qu'à ce moment-là, il est inutile de prendre de l'iode. Surtout pas. Il vous faut de l'iode parce que votre cerveau, vos testicules, pour une femme, les seins, si vous lisez le bouquin de Riquet, vous allez comprendre que l'iode est un élément majeur pour énormément d'autres pathologies. Donc vous devez avoir un bon taux d'iode. Et puis, il faut savoir si vous êtes correctement dosé, donc ça va être l'objet de votre question des 2 chapitres suivants, c'est-à-dire les examens qu'il faut et le traitement qu'il faut vous donner. Et il n'y a pas de réponse stéréotypée, ça va dépendre aussi de votre réponse. Oui, donc il y a 10 pour vous répondre, il y a 10 à 20% seulement 10 à 20% des patients sous lévothyroxine qui sont bien équilibrés, qui vont bien, qui n'ont pas de problème de surpoids, qui ont une bonne mémoire, qui sont en bonne santé. Donc il n'y en a pas beaucoup. Tout ça pour dire qu'il y en a 70 à 80% qui sont finalement maltraités et qui survivent, entre guillemets, c'est-à-dire qui arrivent à vivre, mais ils sont comme si vous avez une voiture qui est sur 3 cylindres ou si on vous enlève une chaussure. Vous voyez, vous n'arrivez plus à marcher. Oui. Donc, le problème, je sais que ça va être très polémique, mais on a eu le problème du lévothyrox, vous vous souvenez, parce qu'il y a des problèmes d'excipients et autres qui ont modifié la synthèse de la T4. Donc ça, c'est un problème hyper important qu'on a maintenant mieux compris. Et puis, il faut bien comprendre comment vous transformez votre T4 en T3. Alors, les personnes qui avaient un traitement il y a 20 ou 30 ans, avant la période de la pollution qu'on peut avoir, leur lévothyrox, ils étaient mieux, c'est vrai. Ils avaient au passage beaucoup plus d'iode, parce qu'il y a beaucoup de bonnes raisons, de mauvaises raisons pour qu'on en ait beaucoup moins. Et la part dont je parle de 20%, c'était peut-être 40 ou 50% il y a 30 ou 50 ans. Quand on a commencé à commercialiser il y a 40 ans le lévothyrox, il y avait beaucoup plus de gens qui allaient bien. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Donc, le test qu'on enseigne aux médecins, aux étudiants en médecine depuis maintenant 45 à 50 ans, c'est la TSH, la Thyroid Stimulating Hormone, qui est une hormone hypophysaire qui commande la sécrétion d'hormones thyroïdiennes au niveau de la thyroïde. Et puis vous pouvez éventuellement doser la T4. La T4 qui est, je vous le rappelle, l'hormone inactive. Donc ça, c'est le traitement qu'on vous propose. Alors si vous êtes en bonne santé, que vous êtes bien, vous avez une TSH dans les normes, une T4 dans les normes hautes, gardez votre traitement et tout va bien, il n'y a rien à faire. Vous continuez votre traitement en sachant que les hormones thyroïdiennes, c'est le thermostat de l'organisme. Comme le thermostat de votre chaudière, vous l'augmentez l'hiver, vous le coupez, vous éteignez l'été. Donc il faut augmenter un traitement l'hiver, il faut diminuer l'été. Il faut souvent l'augmenter de 30% quelquefois, 30, 40, 50% l'hiver. C'est évident. Donc si vous vous retrouvez au mois de janvier déprimé, avec une prise de poids, une constipation, je ne vous énumère pas tous les symptômes qu'on a décrits tout à l'heure, une frilosité intense, de vous-même, il faut augmenter votre traitement. Et vous surveillez vos symptômes, sans vous lancer dans 200 € d'examen clinique. Oui? Excusez-moi, est-ce qu'il existe des hypos avec les symptômes de l'hyper? Oui, alors vous avez tout à fait raison. Dans tous les symptômes que je vous ai donnés, on peut démarrer par exemple une maladie d'Hashimoto avec des symptômes d'hyper. Et on démarre une maladie d'Hashimoto très souvent en hyper. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on est en hyperthyroïdie, avec des palpitations, transpiration, diarrhée, insomnie, vous voyez les symptômes d'hyperthyroïdie. C'est très fréquent. Là, il faut bien vous suivre parce que vous allez après
basculer en maladie d'Hashimoto. Mais là, il ne faut pas se tromper de diagnostic, parce que vous faites peut-être une maladie de base d'eau à ce moment-là. Et puis, comme par hasard, ça va être souvent en post-grossesse. On retrouve ces pathologies de thyroïdite, de base d'eau et d'Hashimoto après les stress, on en a parlé, après les stress de maladie virale. Donc, si vous avez attrapé un Covid, un cytomégalovirus, une pathologie comme les mononucléoses, vous voyez, les pathologies Epstein-Barr, très souvent on retrouve une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie après. Hein, c'est classique. Un Covid, évidemment, le Covid a déclenché énormément de problèmes au niveau des testicules, des ovaires, de la thyroïde. C'est publié partout maintenant, hein, avec un peu de recul. Donc, et est-ce qu'un problème de thyroïde peut favoriser une sphérectomie? Par exemple, une endométriose. alors, est-ce que ça peut jouer sur... non, l'hypothyroïdie, pour l'endométriose, les causes qui ne sont pas toutes connues de l'endométriose sont un peu différentes. Bon, il y a beaucoup d'orientations sur l'endométriose, sur des versants purement hormonaux, sur des versants inflammatoires. Donc on essaye maintenant de bien faire la part des choses entre les deux. Ça va orienter des traitements différents. Et l'endométriose, c'est l'objet de toute une conférence. C'est un monde. Les perturbateurs endocriniens sont en cause, le retard diagnostique, enfin, mais on ne peut pas en parler. C'est un autre domaine, hein, l'endométriose. Mais il n'y a pas une relation directe thyroïde-endométriose. Mais il y a une relation avec les perturbateurs endocriniens maintenant, de plus en plus. Donc déjà, vous éloignez les perturbateurs endocriniens, vous allez améliorer votre endométriose et par ailleurs, votre thyroïde va s'améliorer aussi. S'il vous plaît, comment fait-on pour réussir à perdre un peu de poids en hypothyroïdie? Alors, c'est une galère sans. Quand je vous ai énuméré les 30 kilos, les 30 signes, pas les 30 kilos que prennent beaucoup de femmes. Parce que dans l'interrogatoire, vous avez beaucoup de femmes, hein, vous pouvez me le confirmer. Hein, vous leur demandez, je vous dis hypothyroïdie, il y a 5 ans, je faisais 30 kilos, 20 kilos de moins. On a des chiffres complètement dingues. Si vous ne traitez pas correctement votre thyroïde, on peut vous affamer, vous n'arriverez pas à perdre du poids. Hein, je pense que vous allez me le confirmer. Hein, c'est évident. Il faut que votre thyroïde fonctionne bien. Alors, à l'époque, il y avait des médecins amaigrisseurs qui faisaient des capsules avec des hormones thyroïdiennes et qui faisaient maigrir les gens. Alors, ils les mettaient en hyperthyroïdie, on les mettait en prison. Enfin, pas les patients, les médecins. On peut même dire que les régimes sévères qu'on s'inflige pour maigrir quand on est en hypothyroïdie, ça ralentit encore plus le fonctionnement thyroïdien. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Donc il faut régler le problème de la thyroïde. Avant La première chose, oui, c'est de remettre la thyroïde d'aplomb si vous voulez perdre du poids. Ça, c'est absolument évident. Et votre surrénal, souvent aussi. Ouais, alors, ça, alors, pour vous parler de la biologie, donc pour répondre à votre question, TSH, T4, si tout va bien, si vous êtes dans les normes, vous perdez pas, vous êtes bien, vous gardez votre traitement, vous l'augmentez l'hiver, vous diminuez l'été, on va arriver à la période chaude, en pleine canicule, il faut diminuer les traitements. Sinon, on est assailli d'appels de patients qui sont en hyperthyroïdie en plein été. Donc vous allez diminuer le traitement. Vous avez une troisième période, alors absolument importante, c'est les grossesses et les préconceptions. Donc un jeune couple dont une femme est hypothyroïdienne ou a une maladie d'Hashimoto, il faut absolument la surveiller, vérifier tous les paramètres dont on a parlé et remettre sa thyroïde d'aplomb avant qu'elle démarre sa grossesse. Et une grossesse va demander souvent 30% d'hormones en plus. Donc il va falloir lui augmenter son traitement. Il ne faut pas attendre 3-4 mois de grossesse, il faut le faire tout de suite, tout à fait au début. Et la revoir tous les mois avec un contrôle, faire une ordonnance, donc la sage-femme, le gynéco la revoit, bien contrôler non pas seulement la T4 et la T3, mais les symptômes cliniques. Et alors, chez une femme enceinte, par contre, là, il faut s'appuyer sur des symptômes, sur des signes biologiques. Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, parce que le cerveau du bébé, il se fait vraiment, comme je vous l'ai expliqué tout à fait au début de la vie intra-utérine. Donc là, il faut demander T4 libre, T3 libre, absolument, et imposer d'être norme haute. C'est-à-dire norme haute, ne confondez pas les unités, il faut que vous soyez par exemple pour la T3 supérieure à 3,2 en nanogrammes ou 5,4 en picomol. C'est-à-dire norme haute, je ne dis pas d'être en hyper. Mais si vous ne faites pas ça, votre bébé aura un énorme problème au niveau du cerveau. Et alors, dernier moment où il faut adapter les hormones thyroïdiennes, ça va être la ménopause. À la ménopause, vos œstrogènes s'effondrent. L'œstrogène est un des cofacteurs des synthèses des hormones thyroïdiennes que je vous ai expliqué.
Donc si à la ménopause, vous n'augmentez pas votre traitement, malheureusement, la sanction, c'est 10, 20, 30 kilos en plus. Et alors, le cerveau ne fonctionne plus de sexualité, vous vous mettez au tricot, et vous pouvez même laisser tomber le Scrabble parce que vous n'aurez plus de mémoire. Hein, donc vous regardez la mer, enfin vous pouvez faire plein de choses, mais vous aurez je suis méchant, hein. Mais si vous prenez une boîte de Tyrol ou une boîte de Levothyrox, pour 2 € par mois, vous gérez le problème. Donc réfléchissez. Donc je suis un peu schématique, hein, mais pour vous dire que... Pardon. Est-ce qu'un excès de transpiration au niveau de la tête, du cou, est-ce la cause de l'hypothyroïdie? Un excès de transpiration, vraiment? Oui, la transpiration, ça va, vous avez tout à fait raison. Mais après, autour de la ménopause, ça peut être aussi la carence en oestrogène, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ça. Mais la thermorégulation est majeure pour la thyroïde, c'est évident. Donc vous avez une thermorégulation qui est complètement déréglée par la thyroïde, et ça va entraîner des problèmes de frilosité, des problèmes au contraire de chaud-froid, vous êtes toujours en train de vous découvrir des bouffées de chaleur. Chez l'homme aussi des bouffées de chaleur, vous aurez les mêmes symptômes. Mais pensez à une hypoandrogénie chez l'homme, pensez à une ménopause maltraitée chez la femme. Il y a pas que ça serait trop beau, hein, il n'y a pas que la thyroïde, hein, évidemment. Et après quelques années, après la ménopause, hein, depuis pas mal de temps, alors, après, ça va être. Parce que ça part alors là, il faut vous adresser à des nutritionnistes, diététiques, des gens qui vont vous prendre en charge. Il faut une bonne nutrition. Là, c'est encore un autre sujet. On pourra en parler toute la soirée de la nutrition. Des protéines le matin. Attention, lait au laitage. Regardez les États-Unis et les Américaines bourrées de produits laitiers à quoi ça ressemble. Là, je ne reviens pas sur la nutrition des fruits, des légumes. Les perturbateurs endocriniens qui font grossir, c'est un diabétogène majeur, les perturbateurs endocriniens. Alors ça va jouer sur votre thyroïde, mais ça fait prendre du poids. On sous-estime, oui, on parle de la malbouffe, les McDo, les prises de poids partout. Mais un des facteurs majeurs, c'est les perturbateurs endocriniens qui sont responsables des obésités, du diabète. Mais c'est polyfactoriel. Hein. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Excusez-moi. On pourrait parler un peu de l'hyperthyroïdie parce qu'on parle beaucoup de l'hypo et pas trop de l'hyperthyroïdie. Alors oui, si je vous ai un peu parlé de maladie de base d'eau. Oui. Alors on peut en parler, maladie de base d'eau, on est très embêté parce que déjà c'est une maladie qui se soigne beaucoup moins facilement que la maladie d'Hashimoto, que les hypothyroïdies carentielles. Donc la maladie de base d'eau, déjà le premier facteur, vous avez très souvent un stress important. Il y a eu un divorce, un viol, un attentat, un gros truc dans votre vie, il y a un deuil, vous voyez, enfin, il s'est passé quelque chose d'important. Ça, on le retrouve dans les antécédents, ça c'est absolument évident. Et puis ensuite, il n'y a pas de recette, mais il faut que vous ayez un bon taux de d'iode. On vous dira que l'iode est contre-indiqué. Il y a un bon taux de d'iode. Il y a 50 ans, le traitement de la maladie de base d'eau, c'était l'iode. Puis il y a une iodophobie, tout le monde a hurlé, vous voyez, sur l'iode. Donc maintenant, on a arrêté. Il n'en faut ni trop, ni pas assez. Vous faites une iodurie pour déjà que votre thyroïde, elle ait tout ce qu'il faut pour fonctionner. Une bonne diététique, lait, laitage, gluten, perturbateurs endocriniens. Vous êtes attaqué avec une maladie de base d'eau par le Covid. Par exemple, une maladie virale, ça a donné énormément de base d'eau. On en a vu plein. Donc, il y a tout ça qui va intervenir. Il y a un autre facteur de la maladie de base d'eau, c'est le sélénium. Il faut que vous ayez un très bon taux de sélénium. Alors, il y a un truc à ne pas dire trop dans le public, il y a l'alcool, mais avec un effet bénéfique. On a remarqué que les gens qui picolent améliorent beaucoup plus leur base d'eau. Alors, bon, il ne faut pas rouler sous la table, mais on sait que ça améliore. Et puis, un autre 6e facteur, les microbiotes aussi. Maintenant, on sait que dans toutes ces maladies inflammatoires, le microbiote est important. Alors, on peut maintenant, il y a des laboratoires au Luxembourg, en Belgique, qui vous font des microgénomiques des selles qui vont vous permettre de connaître exactement votre microbiote et de pouvoir l'adapter avec des probiotiques qui ne sont pas donnés à l'aveugle en faisant n'importe quoi, mais on va vous donner spécifiquement les probiotiques dont vous avez besoin. Et la vitamine D aussi, ça va. Vous avez raison, il faut que il faut parler d'iode, il faut que tous vos cofacteurs, zinc, iode, B9, B12, sélénium, magnésium, je n'ai pas assez insisté sur l'importance du magnésium. Le magnésium, pour beaucoup, c'est un élément qu'on donne quand on est nerveux, un peu fatigué, on prend du magnésium de 3 jours. Voilà. Non, ça rentre au moins 40-50 réactions enzymatiques. Et le magnésium, vous en avez besoin tous les jours. Il ne faut pas en prendre qu'une fois de temps en temps. Le fer,
vous ayez une ferritine. Il faut être au-dessus de la norme. Non, Non. vous soyez aux normes hautes. Si on est On vous reprochera rien, on ne peut pas vous reprocher quand même. dans une conférence de dire qu'il faut être aux normes hautes de tous ces cofacteurs, puisque c'est une question de bon sens, je ne dis pas. Oui. Votre taux de fer, si vous arrivez mal à doser votre ferritine parce qu'il y a des interférences avec les bilans inflammatoires, vous demandez la capacité de fixation de la sidérophiline pour bien adapter la capacité que ça va interférer aussi. Oui, donc tous ces facteurs, bonne hygiène de vie, vous faites bien suivre. Que si vous avez une exophthalmie, vous pouvez perdre la vue, c'est grave. Il faut, si votre cœur tape trop vite, vous pouvez faire un infarctus. Donc une maladie de Basedow, c'est une maladie grave. Et le traitement qu'on va vous donner, c'est le tyrosol, néomercazole, vous voyez, toutes ces molécules que les médecins, les endocrinos, votre généraliste doivent vous proposer. Il faut qu'il y ait une prise de sang par mois, minimum, pour surveiller les globules rouges, globules blancs, le rein, le foie, parce que vous pouvez faire des pépins graves avec le traitement. Mais le tarif d'une maladie de Basedow, c'est souvent 18 mois à 2 ans de traitement. Si vous êtes vertueux sur tous les 5 facteurs que je vous ai décrits, votre maladie elle va peut-être durer 3 ou 4 mois, beaucoup moins longtemps. Et vous allez pouvoir diminuer, arrêter les traitements, vérifier, déjà physiquement vous serez mieux, vous vérifiez vos constantes biologiques, et attention, vous allez basculer très souvent dans les mois qui vont suivre en maladie Hashimoto, typique. Et vous allez d'autant plus vite basculer que vous allez manquer d'iode. Donc il vous faut un bon taux d'iode, et là, ça va vous éviter de basculer en Hashimoto. Mais comme par hasard, vous allez vous retrouver enceinte à ce moment-là. Donc, non mais à 20 ans, ça peut vous arriver. Donc, Vous voyez pas bien. vous voyez, donc... C'est bon, j'ai répondu quand même à votre question. Attends, peut jouer sur le sommeil, sur les insomnies. Alors, oui. Là, vous reprenez, évidemment, il faut avoir un bon sommeil. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé, je vous donne un exemple. Vous voyez, si vous avez une carence en tyrosine, donc vous avez auparavant la phénylalanine, ça ce sont ce qu'on appelle les acides aminés, c'est pour faire vos protéines. Donc vous avez la phénylalanine, la tyrosine, qui va se transformer en L-dopa et dopamine. Et la dopamine va se transformer ensuite en adrénaline, noradrénaline. Donc si vous manquez déjà de ces produits, vous allez manquer de tous ces neuromédiateurs. Si vous manquez de tryptophane, vous allez manquer de sérotonine, mais il se trouve que ça, c'est pour première année de médecine en biochimie. Et la sérotonine, elle se transforme en mélatonine. C'est l'affiliation de toutes les hormones. Et pour que cette transformation enzymatique se passe bien, il vous faut des bons taux d'iode, zinc, sélénium, B9 et 12, en fait, tout ce qu'on appelle les cofacteurs qui permettent cette transformation. Donc pour bien dormir, il faut une bonne hygiène de vie, il faut évidemment une bonne alimentation, et puis vous ayez un bon apport en sérotonine et en dopamine, au moins ça. Et si en plus vous êtes très anxieuse, il y a d'autres neuromédiateurs comme les GABA, qui sont des neuromédiateurs majeurs qui sont joués. Mais l'hyper ou problème de sommeil, ce sont des symptômes d'hypothyroïdie maltraitée aussi. Donc remettez de toute façon votre thyroïde d'aplomb. Alors, là, je vous demande 5-10 minutes. On répond aux questions après. Je vous montre des diapos qu'il ne faut surtout pas regarder ou lire. Vous voyez, il y en a 4. Ça, ce sont... Alors, si je suis enregistré et que vous racontez ça au Conseil de l'ordre des médecins ou à des médecins, on va vous dire évidemment que je suis révolutionnaire, mais ce sont les schémas qu'on vous propose en cas d'hypothyroïdie. Alors que dans aucune recommandation actuellement officielle, on va vous demander de doser l'iode, le sélénium, le zinc. C'est le cours de première année de médecine, qui sont tous les cofacteurs des réactions enzymatiques. C'est-à-dire qu'on va traiter votre hypothyroïdie avec tous les référentiels, l'organigramme délirant qu'on fait apprendre tous les étudiants en troisième année, vous voyez, les périodes où on commence à faire de la pathologie, et alors que la base de la biochimie qu'on leur a appris 1 an ou 2 ans auparavant, eh bien, on la contredit dans les cours qu'on leur explique l'année suivante. On marche sur la tête. C'est complètement incohérent. Mais j'assume ce que je vous dis tout de suite. Là, vous avez une diapo qui est écrite en anglais, mais vous voyez pour la TSH, ça veut dire non-reachable, c'est-à-dire aucune fiabilité.
C'est-à-dire, la TSH, c'est un examen grossier qui vous permet de faire des dépistages grossiers d'hypothyroïdie. Vous avez une TSH à 15, 20, 30, 50, vous êtes orienté vers l'hypothyroïdie, vous allez après faire les examens qu'il faut. Donc ça va vous rendre service dans ce cas-là. Vous avez une TSH complètement effondrée, ça peut être le signe d'une hypophyse qui ne fonctionne plus ou d'une hyperthyroïdie. Donc la TSH a quand même un intérêt pour vous orienter sur une cause cérébrale ou sur une cause uniquement de l'effecteur. Donc c'est quand même important de la doser une fois ou deux. Mais après, pour suivre votre maladie, vous avez 18 facteurs au minimum qui interfèrent sur la TSH. Donc la TSH, vous l'oubliez et vous allez vous surveiller uniquement avec vos symptômes cliniques. Donc, je ne vous reprends pas les 30 symptômes, frilosité, déconstipation, prise de poids, ainsi de suite. Et si vous faites des examens, T3, T4, les T3 libres, free T3, free T4, vous demandez bien les T3, T4 libres, et vous devez être en norme haute. Mais tenez compte surtout les symptômes cliniques. Alors, si vous pouvez vous les offrir, en France, ce n'est pas le cas du Luxembourg, du Canada, de la Belgique, vous pouvez aller au laboratoire sans ordonnance pour demander un test sida, un test Covid, un test de grossesse. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Hein. Bon, vous payerez l'examen, mais vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Donc vous pouvez très bien demander une T3, demander une glycémie, demander pourquoi être transaminase hépatique. Le biologiste vous les ferait payer, mais vous n'avez pas besoin de l'ordonnance d'un médecin. Hein. Alors, c'est pas que je vous dis de ne pas aller voir votre médecin, mais par rapport à d'autres pays, un Canadien, il est obligé d'avoir une ordonnance, ou un Belge. Donc vous pouvez, donc si vous démarrez votre grossesse, vous vous offrez T3, T4 en début de grossesse. Hein, et vous en parlez à votre médecin, je ne vous dis pas de... Oui, mais après Didier, il faut trouver le médecin aussi qui puisse comprendre et prescrire. Alors, là, tu soulèves un autre problème, parce que malheureusement, beaucoup de nos confrères restent sur des notions qu'on leur a données à la fac, c'était dosage TSH, T4, qui avait son heure de gloire parce que la biochimie n'avait pas fait autant de progrès. Et deuxième facteur, on n'avait pas les perturbateurs endocriniens qui nous tombent dessus. Hein. Et la iodophobie fait que maintenant on est terrorisé par l'iode. On pense que ça détruit les thyroïdes, alors qu'il y a plus d'un siècle, l'iode, on l'a donné à tout le monde. C'est pas dangereux l'iode. Hein, il faut des doses considérables pour qu'elle devienne dangereuse et létale. Donc il n'y a pas avoir peur. Mais on a le problème, on a ce gros problème des médecins qui sont restés sur les... Vous savez, les référentiels. Et même sur les normes labo en plus. Hein. Dès qu'ils voient les normes labo, c'est vrai. Alors, il faut être aux normes hautes et aller dans le même laboratoire pour comparer vos examens. Oui, vous avez aussi. Non, mais les généralistes restent sur les normes labo. À la base, s'ils voient. Normes labo, oui, non. Normes hautes. Oui, mais, mais sur la base, non. Ils ne demandent pas le détail. Les 3, il doit être au moins, absolument. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est 3,4. D'accord, mais je vous dis que les généralistes restent. Je sais. Mais les référentiels ont changé dans certains pays. Hein, les Belges ont changé leur référentiel, les biologies. Hein, comme les courbes de poids, de taille, d'indice de masse corporelle, maintenant les courbes de santé des bébés, on les a modifiées. Parce que depuis la dernière guerre, on était sur des courbes qui ont... Oui, la dernière guerre, on fait la libération, maintenant, ça fait 80 ans. Donc les courbes ont complètement changé. Hein, et tous ces dosages hormonaux, la découverte de la testostérone, de l'œstrogène, c'était tout de suite après-guerre. 80 ans, hein. Attention, c'est presque un siècle. Hein. Donc les tests, les médecins ne se sont pas adaptés. Bon, je devais participer à la commission d'AMM quand les référentiels de la Haute Autorité de Santé, la HAS, sont sortis pour remettre à jour les tableaux imbuvables que je vous ai montrés tout à l'heure. Je vous les ai sortis pour dire qu'il ne faut pas les regarder. Mais ne le répétez pas. Hein. Donc, le référentiel, le nouveau référentiel a été un coupé-collé de ce qu'ont fait les Anglais. Les Anglais, ministère de la Santé en Angleterre, ont fait de nouveaux référentiels. Ils ont payé pas mal de types pour faire ça. Et les Français ont fait un coupé-collé et ont basculé ça en Angleterre. Ils ne sont pas fatigués. Hein. Et on n'a absolument pas avancé. Et on a recopié exactement le référentiel qui n'avait pas bougé depuis une quinzaine d'années. Et on avait fait la même chose il y a les 15 années précédentes. Pour vous dire que ces notions, je vous parlais de 80 ans, elles n'ont pas bougé depuis 50 ans. Hein, pourquoi est-ce que les endocrinologues
s'entête à donner systématiquement du lévothyrox. Est-ce que c'est le conflit d'intérêts? Alors voilà, on va... Parce que moi, depuis que je suis sous Euthyral, maintenant tout va bien. Et depuis quelques années, alors que le lévothyrox, j'avais tous les symptômes de l'hypothyroïdie qui étaient toujours là. Justement, ça va être le sujet de notre dernier chapitre. Bon, là, j'ai juste une diapo pour reparler un peu de l'iode, parce qu'il faut évidemment que les choses soient correctes. C'est Fénichel, qui est endocrino à Nice, il y a le service d'endocrino, qui avait repris 330 femmes à l'entrée, femmes enceintes, pardon, et il leur a fait une iodurie à toutes. Et les résultats, je ne vous donne pas le résultat de la publication, sont catastrophiques. Moi, j'ai une de mes nièces qui est interne à Nantes, à l'Hôtel-Dieu à Nantes. Son chef de service, comme sujet de thèse, lui a fait faire des ioduries pour toutes les personnes dans les services de médecine interne. Vous voyez, c'est de 18 à la fin de vie, qui arrivent dans les services de médecine interne. Bon, les résultats de sa thèse, Nantes, pourtant, en France, la Bretagne, le bord de mer et autres, les résultats sont catastrophiques dans les ioduries. Les Belges ont publié, là je vous ai sorti une publication en Belgique, chez des ioduries chez des enfants, c'était fait dans les écoles. Les Belges ont sorti des papiers catastrophiques pour l'iode. Les Anglais aussi, dans le Lancet, là vous avez encore une publication qui sort, dans les grandes revues, dans le British Medical Journal, dans des revues qui tiennent la route, pas dans Santé Magazine. C'est des trucs qui sortent, j'ai rien contre Santé Magazine, mais ce que je veux dire, c'est dans des journaux médicaux que lisent les médecins qui s'intéressent à tout ça. Et les chiffres sont absolument catastrophiques. Bon, ça intervient. Alors, pour répondre à votre question, ça va être maintenant, puisqu'on a parlé de la biologie, ça va être T3, T4, on a parlé de la T3 reverse, les anticorps anti-TPO, les anticorps anti-thyroglobuline. Pour diagnostiquer une maladie d'Hashimoto, attention, il ne faut pas se contenter des anti-TPO, des anti-thyroperoxydase. Vous devez associer anticorps anti-thyroperoxydase et anti-thyroglobuline. Thyroglobuline, c'est... Oui, après l'iode, vous avez la thyroglobuline. Et là, vous avez des anticorps qui attaquent la thyroglobuline. Donc, il faut vous demander ces anticorps-là, et il faut demander les anticorps anti-thyroperoxydase, qui par définition, si c'est élevé, c'est une maladie d'Hashimoto. Pour répondre à votre question pour Basdo, en fait, c'est plus compliqué. Là, il faut demander les anticorps, les TRAC, c'est-à-dire les anticorps anti-TSH, c'est-à-dire que ce sont des anticorps qui attaquent l'hormone hypophysaire et qui vont à ce moment-là entraîner une réaction par un feedback au niveau de la thyroïde avec une hypersécrétion de T3, T4 par la thyroïde. Le mécanisme est différent pour la maladie d'Azo. Donc, dans le bilan, vous devez absolument tenir compte de ça, tenir compte de la DIO2. Je vous ai parlé de cet élément. Donc, vous devez faire un contrôle enzymatique, un contrôle génétique de la DIO2. Votre sélénium doit être un peu haut, c'est évident. Les perturbateurs endocriniens, tous les métaux lourds, bon, faites attention, changez votre dentifrice, vous faites le plus possible les métaux lourds. Et les 3 T4 dans le haut. Si votre T4 ne suffit pas, à ce moment-là, vous allez introduire de la T3. Alors, c'est ce qui tétanise les médecins, les T3, parce que si vous en prenez trop, c'est dangereux, vous allez avoir des palpitations, si vous avez des coronaires fragiles, vous allez terminer en réanimation avec un infarctus majeur. Donc, si vous en prenez trop, et si vous n'en prenez pas assez, vous allez avoir une thyroïdite d'Hashimoto qui sera maltraitée. Donc, si vous voulez, la T3, elle est 4 fois plus active que la T4 et elle a une demi-vie de quelques heures, 3-5 heures. Alors, votre T4, l'hormone inactive, elle a une demi-vie de 3 semaines. Donc, votre T3, il faudra prendre au moins 2, si ce n'est 3 prises par jour et bien suivre vos symptômes. Et alors, ça va être beaucoup plus compliqué parce que si, au début de votre traitement, vous avez une thyroïdite qui démarre, vous allez vous supplémenter, donner tout ce qu'il faut à votre thyroïde, elle va se remettre à fonctionner un petit peu, soit pas du tout si vous avez une thyroïdite qui date de 30 ans, mais si elle date que de 2-3 ans, elle va se remettre un peu à marcher. Donc si vous vous traitez trop, vous allez passer en hyper. C'est pour ça qu'il faut bien suivre vos symptômes au début pour pouvoir adapter votre T3. Sinon, en hyper, vous ne serez pas bien. Vous allez voir votre médecin, vous êtes en hyper, il va lever les bras au ciel, il arrête tout. Donc c'est là le problème. Et ça se complique encore plus avec le polymorphisme génétique sur cette enzyme, la DIO2. Que vous pouvez être en génétique, on est homo-hétérozygote, c'est-à-dire que vous avez les deux gènes je ne vais pas vous faire un coup génétique, mais si vous êtes homozygote, par exemple TC ou CC ou CA, vous allez mal transformer ou bien transformer. Alors c'est là où
si vous transformez mal, il faudra prendre tout le temps de la T3, sinon vous ne serez pas bien. Et si vous transformez bien par la DIO2, le fait de correctement traiter votre thyroïde va faire que vous allez passer en hyper. De toute façon, votre DIO2, elle fonctionne. Si vous lui donnez par ailleurs du sélénium, vous lui donnez tout, ben, le Tiral que vous a donné votre médecin, 3 à 6 mois après, vous allez mal le tolérer. Vous allez avoir des palpitations, vous serez essoufflé, vous ne serez pas bien. Et ça sera à votre médecin, votre endocrino, vous, à le diminuer en fonction de vos signes cliniques et en fonction éventuellement des signes de la biologie. Mais la biologie avec la T3 et T4. Ne tenez pas compte de la TSH à ce moment-là. Vous avez compris que c'est un peu compliqué. C'est vraiment la période charnière. Mais si vous avez les bonnes doses de T3, vous êtes transformé. Je ne sais pas si dans la salle certains prennent du Sinomel ou de l'Eutiral. Voilà. Alors si ceux qui prennent du Sinomel qui est de la T3 ou alors l'Eutiral qui est de la T3, T4, si vous voulez prendre la parole, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça a modifié votre façon de fonctionner? Je ne sais pas. Ah oui, tout à fait. Avant, j'étais que sous les Votivox et ça n'allait pas du tout. Et depuis que vous m'avez donné du Sinomel en 2 prises, c'est beaucoup. Voilà. Donc c'est brillant. Et moi, depuis que je prends de l'Eutiral, pareil, je dors la nuit, j'ai perdu plus de kilos, j'arrive à maigrir, alors qu'avant, quand j'étais sous le Votivox, je ne perdais pas 100 grammes. Tout à fait. Et je me sens remontée. Vous êtes mieux, et vous allez voir un autre symptôme majeur, ça va être quand on est qui fait pas bien, on a un cerveau dans le brouillard. On a des pertes de mémoire, on met des post-it partout, on oublie ses clés, enfin vous voyez, on a des problèmes avec... dès que vous prenez de la T3, c'est comme une flamme sur le chaudière, vous allumez, vous allez revivre, refonctionner. On m'a quand même soigné pendant 9 ans avec du Votirox, on a eu une thyroïde chez nous. Voilà, vous êtes 2 exemples de ce qu'on explique. C'était une grosse catastrophe pendant 9 ans. Mais je reconnais que c'est pas facile. Alors tout ça pour... Moi je voulais vous demander, vous parlez du T3, du T4, j'ai eu l'analyse à faire T2. Est-ce que ça veut dire? Non, la T2, la T1, T2, c'est des examens qu'on demande en recherche. C'est des hormones... T2, T3. Non, on demande T3, T4, la T1, T2, ce sont des hormones qui n'ont pas été désiodées. Enfin, on enlève des molécules d'iode pour faire la molécule active. Mais ça fait partie de la recherche, ça n'a pas d'intérêt en pratique, la T1, T2. Alors, pour vous dire aussi que les prix, le problème aussi dans tout ce que je vous explique, c'est que c'est des conséquences financières. Parce que si vous avez une chimiothérapie pour un cancer du sein, ou un cancer de la prostate, les nouveaux comprimés, les 90 comprimés, c'est 4 500 € la boîte, pour vous donner des anti-testostérone qu'on donne à un cancer de la prostate. Si vous achetez une boîte de Levothyrox, une boîte de Tiral, ça va vous coûter 3 ou 4 € remboursés. Mais quand bien même, vous pourriez vous l'offrir à 3 €. Vous voyez, les prix sont absolument dérisoires. Donc tout ce que je vous explique, vous n'allez pas avoir beaucoup de chercheurs, de gens, de labos qui vont vouloir avancer dans ce domaine parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Et on est très embêté pour vous-même qui preniez de l'Eutiral, c'est que le Tiral, il est dosé à 100 T4, 20 T3, et il est très difficile à couper. Le Levothyrox, vous avez 8 dosages différents, du 25, 37, 50, ainsi de suite, jusqu'à 225. Donc vous pouvez moduler facilement le traitement. Le Tiral, vous êtes obligé de bidouiller, de couper des quarts de comprimés. Vous voyez, c'est pas facile. Alors il faudrait que les labos nous sortent plusieurs dosages. Mais puisqu'il n'y a pas d'argent à gagner, on n'y arrivera jamais. Moi, j'en prends un demi par jour, donc vous conseillez de le prendre en... Alors si vous prenez une association T3, T4, vous devez fractionner. Parce que votre T3, elle a une demi-vie courte. Donc si vous la prenez le matin, vous prenez le Tiral le matin, souvent en début d'après-midi. le matin, en effet. Alors, vous allez probablement avoir des coups de pompe dans l'après-midi et le soir. Donc si vous fractionnez, vous allez être bien. Reprenez après le déjeuner, vous le prenez. Alors aussi, beaucoup de gens disent je ne veux pas le faire parce que on oublie de le prendre. Vous allez vite le voir. Parce que vous serez dans votre bureau, vous allez piquer la tête sur votre bureau, vous n'arriverez plus à travailler. Vous reprenez votre T3, c'est comme si vous rallumez votre chaudière. Oui, 1 heure après, vous avez le cerveau qui remarque. La T3, c'est le miracle.
Alors si vous êtes enceinte, c'est le cerveau de votre bébé hein, qui est complètement cuit, hein, s'il manque d'hormones thyroïdiennes. Idiote. Donc pour vous montrer, si vous voulez, que les prix sont dérisoires, parce que le prix, ça vaut 25 €, un dosage de T3, T4, c'est 20 €. Alors évidemment, si vous êtes comme dans les pays en voie de développement à $1 par jour, bon, bah, c'est une somme énorme. Mais bon, si vous pouvez prendre un plein d'essence ou un menu dans un restaurant, vous voyez que bon, ça ne se discute pas, hein, vous ne pouvez pas faire... Je voulais vous poser une question sur l'exploration thyroïdienne. Quand on fait les analyses et qu'on voit la T4 et la T3, je trouve que les valeurs de référence, c'est énorme. On ne sait pas si c'est bien ou pas bien, parce que moi j'ai un traitement, j'ai plus de thyroïde, mais je ne suis jamais bien. Il y a un tas de problèmes et le médecin dit non, c'est bon, c'est dans le... Vous avez peut-être besoin d'une association T3, T4. Si vous prenez que du lévothyrox, vous faites partie... C'est thyroxine, lévothyrox. Thyroxine, c'est pareil, c'est de la T4. Il vous faut probablement T3, T4. Ah, moi j'ai beaucoup de problèmes. Alors, bon, je ne vous connais pas, je ne peux pas en parler, mais si vous dites qu'à l'évidence, vous êtes mal, vous n'êtes pas bien, vous n'arrivez pas à gérer votre traitement, il y a un problème, hein, ça correspond à notre soirée en fait. Donc alors, il faudrait demander à nos laboratoires ce que font les Belges, les Luxembourgeois et autres. Il faudrait demander les rapports T4 sur créatinine, T3 sur créatinine. Ça donnerait un meilleur reflet de vos deux hormones thyroïdiennes. Parce que quand vous dosez T3, T4, c'est dans le sérum. Ça ne va pas doser l'activité des récepteurs hormonaux. Et ça, les récepteurs hormonaux, on ne peut pas les doser. Sauf des analyses compliquées. Mais ça n'empêche que vos cellules doivent déjà bien fonctionner avec un bon taux d'homocystéine, un coenzyme Q10 correct. Et je ne reviens pas sur tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faudrait que la T3 reverse soit beaucoup plus dosée régulièrement par vos médecins. Hein, donc la reverse, c'est absolument majeur, parce que c'est la voie de garage. Donc si vous avez une reverse haute, à l'évidence, vous allez avoir, pour répondre à votre question, madame, faites un dosage au moins de la reverse. Hein, c'est évident. Si vous avez un taux supérieur à 0,20, à 0,30 ou 40, toute votre T4 part en reverse, vous n'avez plus rien en T3, vous n'avez plus rien au niveau des récepteurs, au niveau de vos récepteurs hormonaux, et vous serez en hypothyroïdie. Mais pour votre médecin, vous aurez TSH normal, T4 normal, il va vous dire, bon, bah, vous donnera du Prozac, ça peut pas tellement vous aider. Alors, pour vous dire qu'il y a de nouveaux examens qui pourraient être intéressants, les Belges, Luxembourg et autres, ils nous donnent les signes, les résultats biologiques avec des rapports sur la TBG, la thyroïde binding globulin, qui est la protéine qui transporte, avec des rapports T3 sur TBG et autres. C'est ce que font d'autres pays en Europe. Il faudrait qu'en France, nos biologistes sortent ces nouveaux paramètres. Les bilans génétiques, si vous demandez un bilan génétique avec la DIO2, s'il faut que vous autorisez le laboratoire à faire un test parce que c'est de la génétique, pour ça il y a un papier à signer, c'est pas bien compliqué. Et là, je vous signalais deux citations importantes, hein, on a terminé. Donc tout enfant a droit à un apport iodé adéquat pour assumer son développement normal. Toute mère a droit à un apport iodé adéquat pour assurer son enfant à naître afin qu'il ait un développement mental normal. Et ça, c'était la Convention des droits de l'enfant de l'OMS en 1989. Donc vous voyez, il y a une trentaine d'années. Hein, donc l'OMS, si vous tapez iode OMS, tout ce que je vous dis ressort dans les recommandations de l'OMS. Hein, ce n'est pas des fantasmes d'écolos, bobos illuminés. Hein, c'est de la médecine vraiment tout à fait objective. Alors, comment adapter les traitements? C'est pour répondre à la question que vous me posiez. Vous avez une publication qui date de 2001. L'auteur est un Américain qui s'appelle Bessier, B-A-I-S-I-E-R. Si vous tapez, bon, la question elle est posée en anglais, est-ce que la thyroxine est le seul traitement et le seul traitement valable? Alors, cette équipe d'endocrinos aux États-Unis ont sorti cette publication, absolument une belle publication, sortie dans le Lancet, ressortie dans les congrès d'endocrinos, mais tout le monde l'a complètement oublié. Hein, c'est pour répondre à votre question. C'est-à-dire, lui s'était posé la question, il s'est dit, est-ce que c'est vraiment le seul traitement? Parce que la T4 va marcher, mais pas pour tout le monde. Donc vous êtes probablement dans ce cas de figure. Et malheureusement, depuis cette publication, en 25 ans, on n'a pas bougé. Donc on aurait pu espérer qu'en 25 ans, vous voyez, les choses s'améliorent.
Voilà, donc ça c'est pour répondre à votre question, donc je vais associer le T3, T4. Alors difficile à mettre en place parce que la demi-vie est très courte pour la T3, donc il faut 2 prises. Et il faut aussi, pour la T3, vous pouvez faire des contrôles beaucoup plus fréquents que pour faire surveillance d'un traitement thyroïde, uniquement avec de la T4, c'est-à-dire l'évothyroxine, oui, toutes les molécules d'évothyroxine. Vous faites des contrôles toutes les 3 semaines à un mois, puisque la demi-vie de la T4 est de 3 semaines. Donc vous faites si vous contrôlez, vous changez votre traitement, il faut attendre au moins 3 semaines à un mois pour refaire un contrôle. Si vous avez un traitement sous T3, T4, avec la T3, vous pouvez la contrôler beaucoup plus vite, votre T3. Mais ne prenez pas le comprimé avant aussi. Si vous prenez le comprimé avant et que vous faites la prise de sang, vous allez avoir une T3 haute, votre médecin va être affolé, il va dire que vous êtes en hyper et vous arrête tout. Donc prenez pas le traitement avant. Voilà, toujours corriger tous les cofacteurs, sans les prendre au hasard. Donc vérifier. Un sélénien, par exemple, c'est dangereux. Un taux de B6 très élevé, ça donne des neuropathies, c'est toxique. Si vous avez vraiment des taux de vitamine D explosés, vous allez avoir des lithiases rénales, des problèmes. Donc il faut que vous soyez norme haute, mais vous voyez, ni trop ni pas assez. Ne pas avoir peur du cortisol. Et le test, vous pouvez demander en France, mais c'est très compliqué à demander, c'est les dosages des 25 OH dans les urines. Les laboratoires ne le font pas correctement. C'est le métabolite du cortisol. C'est la façon pour le cortisol d'être excrété, d'être métabolisé. Mais les laboratoires ne savent pas le faire. C'est fait dans les laboratoires de CHU, par des endocrinos et autres. Donc vous avez 2 façons de le faire. On en parlait. C'est demander sur les 24 heures le cortisol, mais ce n'est pas très fiable. Moi, je demande systématiquement le cycle salivaire du cortisol. En fait, dans votre salive, vous pouvez doser les oestrogènes, les androgènes, tous les toxiques, la police le fait pour dépister les drogues. Enfin, la salive, vous pouvez faire tous les dépistages que vous voulez en hormones. Maintenant, c'est un moyen très facile pour faire des dépistages. Donc, vous faites un test salivaire sur 5 moments différents de la journée pour voir si votre surrénal fonctionne bien. Et là, vous devez être dans la courbe. Le laboratoire vous donne des courbes. C'est facile, vous n'avez pas besoin de faire 10 ans de médecine. Vous voyez bien si vous êtes dans les courbes et si votre cortico-surrénal fonctionne bien. Parce que si le cortico-surrénal qui ne fonctionne pas bien, avec le Covid, avec tous les ennuis, on en voit plein, si vous manquez de cortisol, vous allez être une loque. C'est l'hormone de la vie, c'est l'hormone de l'immunité. Trop, évidemment, la cortisol est dangereuse, mais si vous en manquez, vous êtes un légume. Si vous manquez d'aldostérone, c'est un symptôme classique, vous ne tenez pas debout. C'est les gens qui tombent, qui font des malaises dans une file d'attente au cinéma, à la messe, n'importe où. Vous voyez, vous restez 5 minutes debout, vous ne tenez pas debout. Vous êtes épuisé, et bon, ça c'est une carence en aldostérone, qui est un des métabolites aussi d'aprégnolone, DHEA, et une des hormones majeures sécrétées par la glande cortico-surrénale. Donc pensez à votre surrénal majeur, donc traitez correctement ces carences. Voilà, alors les hypothyroïdies aussi, on aurait pu parler des hypothyroïdies avec l'influence de l'histamine. Maintenant on parle de plus en plus. Il y a une amie médecin en Belgique, le docteur Choupeau, qui en parle énormément pour les problèmes de thyroïde et de DAO, de la diaminoxydase, qui est une enzyme qui permet de transformer et de dégrader de l'histamine. Et maintenant, il y a de plus en plus de pistes sur le métabolisme de l'histamine. Alors la façon un peu stupide de traiter, c'est de donner des antihistaminiques, mais il faut traiter les causes. Donc si vous avez un déficit en DAO, vous avez intérêt à prendre l'enzyme dont vous avez besoin. Et il y a une interférence avec la thyroïde. Alors ça peut être intéressant de prendre des corticoïdes dans le nez, en inhalation, plein, alors qu'en fait vous traitez que la conséquence, pas la cause. Puis bon, pollution atmosphérique, tout ça évidemment est diminué. Alors on sort du sujet. Voilà la deuxième addition, avoir un foie, un intestin qui fonctionne bien, ça, j'y reviens pas. Voilà, la période périconceptionnelle, vous voyez, quand je vous disais que je revenais d'Asie, c'est pour, ça c'est sur les aspects, vous voyez cette diapo, la famille clinique écrit en chinois dessus. J'étais il y a peu de temps, quand j'ai rejoint mes missions là où je travaillais au Laos, et au Vietnam, j'ai voulu, pour ne pas passer par Bangkok, passer par la Chine. Donc je me suis arrêté à Pékin, à Kunming, la grande ville du sud,
Et ensuite, j'ai traversé le Laos pour aller travailler. Alors quand vous êtes, et après je suis revenu par Singapour, c'est pas pour vous parler de souvenirs de vacances, hein. C'est pour vous expliquer que quand vous êtes actuellement en Chine, si vous êtes à Taipei ou si vous êtes à Singapour, c'est-à-dire les pays chinois, attention, les Chinois ils nous vendent des voitures, hein, actuellement des voitures électriques, mais regardez, on se fait doubler, parce que vous avez dans les centres commerciaux partout des family cliniques, vous voyez les cliniques pour la famille, et systématiquement, vous voyez ma flèche en rouge, vous avez les diagnostics pré-pregnancy, avant les grossesses, ils font tous, les Chinois, des consultations pré-conceptionnelles, pas conceptionnelles. Hein. Et ça, pour une vingtaine, trentaine, ils vous font le check-up complet, avec iode, zinc, tout ce que je vous ai dit. Et les Chinois donnent, et à Singapour, ils donnent aux enfants, aux femmes enceintes. Et comme par hasard, vous avez vu les résultats qu'ont actuellement les Chinois. À Singapour, ils sont les premiers en mathématiques partout. Ils raflent toutes les premières places dans tous les domaines. Alors, ne cherchez pas. Il y a d'autres causes politiques, il y a certainement d'autres causes, c'est évident. Mais vous voyez l'essor actuel de la Chine, au sens large, hein, j'entends Taipei, Taïwan, Singapour et autres, c'est qu'ils ont partout dans les petites villes et partout ces familles cliniques où ils traitent correctement les thyroïdes. Et ils ont infiniment moins de crétins, moins d'autistes, moins d'hyperactifs. Les Américains, les Européens ne le font pas. Et demandez autour de vous à vos enseignants. Moi, j'ai un de mes fils qui a un de ses enfants dans une école dans le 12e arrondissement de Marseille. J'ai discuté avec son institutrice, elle me disait que c'était catastrophique. La moitié des élèves sont des élèves à problème, hein, dans cette classe. Alors à Bastia, vous avez peut-être les mêmes problèmes, hein, je crois qu'on en avait parlé tout à l'heure. C'est catastrophique. Vous avez quasiment 2 à 3 à 4 enfants sur 10. Aux États-Unis, vous avez 3 à 4 enfants sur Ritaline sur 10. Hein, le taux, il a explosé. Donc, alors, vous pouvez traiter les conséquences avec de l'orthophonie, avec des séances, de tout ce que vous voulez. Après un enfant autiste, vous vérifiez les taux de zinc, l'iode, le fer, vos microbiotes, vous essayez de les remettre au top, évidemment. Vous essayez. Mais si pendant la vie préconceptionnelle et au début de la vie, vous n'avez pas eu correctement ce qu'il faut, malheureusement, les dégâts sont là. Hein. Donc, pour vous dire que les Chinois, on se fait griller. Hein. Là, c'est terrible. Hein. Oui, mais est-ce que les vaccins n'ont pas contribué oui. aux enfants en bas âge aussi pour le... Parce que moi, j'ai un cousin qui est autiste, qui est devenu autiste après la vaccination. Alors, vous soulevez un problème polémique. Donc, parce oui. qu'on dit, oui, la thyroïde, etc., mais bon... Peut-être. Peut-être. Mais je ne veux pas rentrer dans le sujet. Regardez la presse qui vient de se passer. L'OMS, ils sont en train de prévoir les prochaines pandémies. Vous avez vu, lisez ce qui vient de sortir depuis 2 ou 3 jours. Ils sont âgés. Donc il faut falloir ouvrir l'œil pour la prochaine. Hein. Enfin, je ne veux pas parler trop vite. Hein, mais c'est déjà dans tous les papiers à Genève. Hein. Oui. Donc là, je voulais vous montrer ça. Oui, la ménopause, périménopause, c'est encore un sujet très important. Le prix pour éviter un enfant crétin, 2,46 €, les 50 comprimés. Une boîte de tirade, 50 comprimés, souvent ils vous font un quart de comprimé, c'est-à-dire que vous allez pour 1 €, quasiment vous traitez pour toute l'année, à peu de choses près. Vous vous rendez compte du prix? 1 €, vous avez un traitement pour 1 an. Puisqu'il vous faut un 1/8 ou un quart comprimé la plupart du temps, et la boîte vaut 2 € pour 50 comprimés. Donc on est sur des prix dérisoires par rapport à un Rafale, un tank, une chimiothérapie de cancer ou autre. Donc, et ça améliore considérablement la santé publique. Donc en conclusion, rôle majeur de l'iode, perturbateur endocrinien, bon là c'est tout ce qu'il faut à la fois au niveau personnel et on est à la veille des élections européennes, donc au niveau politique. La biologie doit absolument s'adapter pour être aux normes de 2024. Les traitements, pour vous répondre, doivent s'adapter aussi, parce qu'on n'est plus à ce qui se disait il y a 50 ans. Mais moi, quand j'ai fait mes études, ça avait tout lieu d'être, ce qu'on disait à l'époque. Mais bon, les temps changent. Hein. Voilà. Et la période, alors, préconceptionnelle est absolument cruciale. Donc il faut que nos confrères médecins, gynécologues, sages-femmes et autres en soient convaincus
Et alors, un scoop qu'on peut vous donner, c'est qu'il y a un papier qui vient de sortir pour dire que la période préconceptionnelle est décisive aussi chez l'homme. C'est-à-dire un homme qui veut mettre en route une grossesse, on a démontré, entre autres pour l'alcoolisation fœtale, et il y a une belle publication qui est sortie dans une grande revue il y a peu de temps, qui ont montré que chez les hommes qui s'alcoolisent énormément et dont les femmes ne boivent pas, eh bien, on retrouve des syndromes d'alcoolisation fœtale chez les bébés. Ce qui veut dire que l'alcool va jouer sur le patrimoine génétique du spermatozoïde du père. Et c'est transmis, évidemment, lors de la fécondation par la mère. Donc, pour vous dire que la préconception, c'est une histoire d'homme, c'est pas qu'une histoire de femme. Alors, je vous dis juste 2 citations et on a terminé. N'oubliez jamais que les chiffres qui figurent sur nos tableaux de présentation sont des destinées humaines, même si les larmes ont été effacées. Ça pour vous dire que si vous avez le calvaire de toute une vie en hypothyroïdie, ça va peut-être apparaître sur un tableau statistique. Alors pour vous, vous avez toute votre vie, vous avez trinqué. Ou alors si vous avez malheureusement un enfant à problème parce que vous n'avez pas pris de d'iode, vous avez été exposé à une pollution atmosphérique d'enfer, bah, toute votre vie, vous aurez un enfant à problème. Donc c'est ce que veut dire cette citation. Vous avez le prix Nobel en 1918, Max Planck. Alors ça c'est très polémique ce qu'il disait à l'époque. Les connaissances scientifiques ne triomphent pas en convainquant leurs opposants en faisant voir la lumière, mais seulement en attendant leur mort. Alors là aussi, ce qui veut dire que certains mandarins, je vais être méchant, c'est-à-dire certains chefs de service dans les hôpitaux, il faut attendre qu'ils soient dégagés, qu'ils meurent la plupart du temps, pour que de jeunes chefs de clinique qui ont un cerveau peut-être plus réveillé amènent du sang neuf. Mais bon, ça évidemment, c'est pas bien gentil de le dire. C'est pas vulgairement mon recours, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut quelquefois que le sang neuf arrive à bouger. Et quand quelqu'un, c'est pas comme dans les pays anglo-saxons, en France par exemple, un poste de chef de service, même s'il est incompétent, il ne sera pas viré. Au Canada, il se virait. Donc, il faut peut-être voir. Et un drame qui vient de se passer, vous avez dû le voir, il y a eu la grève des agriculteurs il n'y a pas bien longtemps. Les agriculteurs ont un boulot excessivement compliqué, dangereux, pénible. Il faut vraiment leur rendre hommage, il faut que leurs revenus s'améliorent, il faut revoir leur caisse de retraite et autres. Mais malheureusement, c'était l'objet d'un recul pour les perturbateurs endocriniens de 20 ans. C'est-à-dire que la FNSEA a tellement agi que le gouvernement a fait un recul dramatique pour revenir. On avait avancé sur la législation en Europe sur les perturbateurs endocriniens, et malheureusement, c'est nos agriculteurs qui vont prendre ça de plein fouet, parce que ce sont eux les premiers aussi qui sont exposés aux perturbateurs. Donc ils se retrouvent, regardez vos avis, vignerons, agriculteurs, qui sont en contact avec les perturbateurs et les pesticides, eh bien ils se retrouvent les premiers avec des leucémies, avec des maladies de Parkinson, des Alzheimer, des cancers. Vous voyez, donc c'est les premiers à trinquer. Donc ils se sont malheureusement tirés une balle dans le pied, mais ça n'empêche qu'ils méritent d'avoir des salaires améliorés, et ainsi de suite. On ne revient pas sur le fond du problème. Mais pour nous, c'est dramatique, parce que c'est vous qui êtes des consommateurs, vous et moi, et le recul de ce qui vient de se passer actuellement en France et à Bruxelles, on a pris 20 ans de retard. On avait avancé par rapport aux Américains, aux Canadiens, par rapport à plein de pays, on était en toute modestie des pionniers un peu dans ce domaine. On a pris 20 ans de retard en quelques semaines. Donc voilà, c'est terminé. Merci.